Laurent Castanède, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Les Mythes. Bonjour Vince. T'as fait de la route, hein. T'es venu de Bordeaux là. Oui, enfin j'étais à Paris quand même pour d'autres raisons. Donc je suis venu pour toi depuis Paris. Eh ben bienvenue à Bruxelles. Laurent, t'es arrivé, tu m'as filé, merci d'ailleurs, hein, tu m'as filé tes livres là. Il y en a quand même un paquet. Et je me dis, mon Dieu, mais tout ça sur les transports, il y a de quoi apprendre. Alors forcément aujourd'hui on va parler transport, on va parler de miracles ou de désastres. Préparez-vous parce que ce qui va se passer là dans les prochaines minutes qui vont suivre, ça va être des petites claques de réalité. Si vous connaissez quelques concessionnaires automobiles ou des politiciens pro-biocarburant, voitures électriques, etc., n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo, bien sûr. Et n'hésitez pas, vous, de votre côté, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'est très important. Le moindre abonnement nous permet, bien sûr, de valoriser ces sujets dont on parle très très peu et qui pourtant, vous le savez, sont très importants. Les limites planétaires en général, limitation des ressources, pour notre avenir commun, pour éviter que tout parte en couille. Au mieux qu'on soit tous le plus concentrés possible sur la situation, avec le plus d'informations possible. Laurent, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? Je m'appelle Laurent Castanède, je suis originaire de la Côte Basque en France. J'habite à Bordeaux, j'ai fait Centrale Paris il y a une trentaine d'années. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la conception automobile, 9 ans. Et ensuite, ça fait 14 ans que je fais des bilans carbone et 8 ans que je suis aussi essayiste sur les transports. Et effectivement, j'ai commis 4 livres, le 3e étant la réédition revue augmentée du premier, c'est pour ça que tu en as montré 3. Un pavé sur l'ensemble, donc Hervor ou le mythe des transports propres, qui est vraiment un pavé sur l'ensemble des transports motorisés, leur histoire, leur critique, de la prospective. Un petit livre à l'opposé, petit sur la bougeotte, les vacances, le commerce, le travail, voilà, la bougeotte. Nouveau mal du siècle, point d'interrogation. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un livre dédié uniquement à la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Avec son histoire, sa critique, ses limites, etc. On va parler de tout ça. On va parler, tu vois, de tous ces moyens de se transporter. Ici, tu es à Bruxelles, hein, c'est où on fait le tournage. Tu as peut-être capté qu'avant de rentrer, il y avait une petite trottinette partagée qui était juste là devant. J'ai vu. On a plein de moyens, d'ailleurs, une nouvelle app, alors je ne sais pas pour en faire la pub, mais qui a été faite, qui recense, c'est une app bruxelloise, qui recense absolument tous les moyens de transport, quelles que soient les sociétés, quels que soient les modes de transport, etc., qui permet de se dire, ok, je peux faire un itinéraire avec une trottinette, puis un vélo partagé, puis une voiture partagée, puis le train, puis le métro, c'est assez pratique. Mais c'est à ce moment-là que tu te dis, mais il y a tellement de façons, il y a tellement de moyens qui sont mis à disposition. Et dans un monde forcément qui se transforme, où il y a des limites, moi je me pose beaucoup cette question de se dire, mais attends, mais cette multiplicité, cette démultiplicité des moyens de transport, est-ce que ça n'a pas un autre impact de l'autre côté? Oui. Et c'est là que j'ai envie, avant de rentrer et que tu me répondes à cette question-là, de te demander, mais Laurent, comment est-ce qu'on a pu arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire récente qu'on se retrouve avec autant de voitures? Bruxelles, c'est une calamité. La Belgique, en général, c'est une calamité. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui habitent peut-être à côté d'une autoroute tout le temps embouteillée. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on ait perdu autant le contrôle sur tous ces moyens de transport? Alors, si on analyse l'histoire des transports, ce qui est en général 40% de mes livres depuis 2 siècles, hein, sur les sujets en question, en fait, il y a un dénominateur commun, et qui est peut-être le principal, dont le résultat, c'est ce que tu dis, c'est les promesses qui sont autour des transports motorisés. En fait, la promesse principale des transports motorisés, mais depuis 150 ans au moins, c'est de dire aux gens, grâce à ce nouveau moyen de transport, ou aujourd'hui même nouvelle application qui te permet de ce que tu disais, vous allez gagner du temps, et accessoirement, plus récemment, vous allez aussi gagner de l'argent. Donc ça, c'est une promesse, et du coup, tu ne peux que signer. Mais t'as attiré mon attention en disant ça, tiens. Tu pars d'une situation, par exemple, où tu vas à pied au travail, c'est à 5 km, tu y mets 1 heure. Et puis là, on te dit, tiens, il y a un nouveau train. Ce train est plus rapide que la marche à pied. Grâce à ça, tu mettras un quart d'heure. Super, je signe. Tu peux avoir plus récemment tel véhicule, hein, ça peut être une voiture. À l'époque où il n'y avait pas trop de voitures, si tu étais un des premiers à en avoir, évidemment, tu te déplaçais plus vite. On a sauf qu'à chaque fois, 1900, mais 1900. ça dépend. Alors aux États-Unis, c'était dans l'entre-deux-guerres, et vraiment quand l'automobile est devenue un objet assez de masse, hein, c'est vraiment l'hégémonie automobile. Le vrai début, c'est l'entre-deux-guerres aux États-Unis, c'est les années 50-60 en Europe de l'Ouest, décalé. Et tu as toujours eu une promesse qui est grâce à ce moyen plus rapide, puisque ça a été d'abord le train, puis les trains se sont accélérés, le nouveau train, etc., vous allez gagner du temps. Et en fait, l'histoire montre qu'il y a un effet rebond quasi systématique sur la distance. C'est-à-dire que, je sais pas, regarde, on n'a jamais été équipé des moyens aussi rapides qu'aujourd'hui, tu vois, et on n'a jamais, finalement, quelque part, passé autant de temps à se déplacer. Mais c'est ça. Donc il y a quand même un problème dans l'équation. Je cite souvent cet exemple-là, qui est en France et certainement en Belgique aussi. En 1960, le trajet domicile-travail, c'était 3 km en moyenne. Donc quand
en moyenne, les gens sont à 3 km de leur boulot. Ben, tu en as beaucoup qui vont à pied, il y en a beaucoup qui travaillent chez eux, qui vont à pied, qui se déplacent à bicyclette, et puis quelques-uns qui prennent une voiture. Et au fur et à mesure qu'on a mis à disposition la voiture comme objet de masse, eh bien, en fait, le trajet, petit à petit, il a monté à 15 km. Et aux États-Unis, à 20 km. Et tu as directement une relation entre la mise à disposition des masses. Quand je dis des masses, c'est d'un moyen de transport plus rapide et bon marché. Parce que si tu cherches à mettre à disposition le Concorde pour les vacances ou l'hélicoptère pour aller travailler, ben ça marche pas. Parce que c'est trop cher, en fait, tout simplement, tu vois. Donc c'est toujours les transports plus rapides que ce qui existe et meilleur marché. C'est vraiment les deux conditions ensemble qui portent la promesse de te faire gagner du temps et de l'argent et qui, quelques années plus tard, tu constates que, ben non, en fait, les gens en ont profité pour, par exemple, s'installer plus loin, tu vois, c'est-à-dire que tu as 1 heure de ton travail, et ça c'était déjà annoncé par Herbert George Wells en 1900, 1900, qui lui, dans son livre Anticipation, Wells c'est un auteur de science-fiction, mais il a écrit un bouquin d'anticipation qu'il a appelé Anticipation, pour bien dire ce n'est pas un livre de science-fiction, et on est en 1900, et là il pronostique l'an 2000. Okay, et il dit, voilà, j'ai constaté que depuis plusieurs siècles, les gens pour aller travailler, en gros, ils mettent 1 heure. Donc les grandes villes du monde, comme c'était la marche à pied, le moyen de transport de masse, les grandes villes du monde faisaient 6 km de rayon et au-delà, elles ne grandissaient pas. C'était d'autres villes petites qui grandissaient. Okay, les gens s'installaient à la lisière, grosso modo, et voilà, elles ne grandissaient pas. Et ils constatent qu'au 19e, il y a des villes qui commencent à avoir beaucoup de chevaux, dont Paris. Et là, bon, allez, on peut augmenter un petit peu le transport de masse en vitesse, donc ces villes sont légèrement plus grandes. Et il se dit, l'an 2000, le transport de masse des gens, il fera 50 km/h de moyenne, ça sera des voitures et des trains. Et ça, c'est extraordinaire comme pronostic à 100 ans à l'avance. En compte, 50 km/h de vitesse moyenne, c'est bien la vitesse moyenne d'une automobile aujourd'hui. Vitesse moyenne. Et il dit, donc les gens, ils habiteront dans les grandes villes du monde, feront 50 km de rayon. Ça sera des énormes conurbations avec des gens tous les jours qui feront des dizaines de kilomètres de partout avec ces nouveaux moyens. Et ils mettront 1 heure pour aller travailler. Effet rebond. Et donc, voilà, lui, il pronostique ça, il a entièrement raison. C'est incroyable ce que tu me racontes. Tu sais, j'essaye toujours. Et l'ennui, c'est la dépendance après. Mais voilà, mais c'est-à-dire qu'une fois que tu es loin, tu es vissé. Comme dit Ivan Illich, en fait, c'est le monopole radical où tu te retrouves cloué à ta roue. Ou alors tu déménages. Tu n'as plus le choix. Ou alors tu déménages. Voilà. Et le déménagement, et donc la rapidité d'aujourd'hui, elle est promise par les interconnexions, elle est promise par le télétravail. Tu sais, le télétravail, quelqu'un qui va 5 fois par semaine au travail, avec sa voiture, on lui dit, de manière pérenne, vous pourrez n'y aller qu'1 fois sur 2. Vous pouvez télétravailler chez vous. Mais du coup, tu lui doubles sa vitesse et tu divises par 2 son coût. Tu comprends? C'est comme si tu lui donnais un moyen 2 fois plus rapide, puisqu'il va aller 2 fois moins souvent au travail, et donc il va dépenser 2 fois moins d'essence, donc on va dire 2 fois moins d'argent, je simplifie. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, au bout de quelques mois, elle va se dire, mais maintenant que je dépense 2 fois moins d'argent et 2 fois moins de temps pour aller me déplacer, est-ce que je n'en profiterai pas pour déménager et m'installer un petit peu plus loin? Encore plus loin? Encore plus loin, mais oui, parce qu'un peu plus loin, c'est un peu moins cher. Et tu démultiplies, forcément. J'aurai un peu plus grand pour le même prix, ou alors ça sera un peu moins cher. Mais ton boulot est toujours au même endroit, donc du coup, tu vas y aller, distance, potentiellement. Exactement, tu vas y aller 2 fois moins souvent parce que tu télétravailles, mais tu vas doubler ta distance et tu vas y trouver un intérêt. Et tu retrouves quelques années plus tard, en fait, la promesse de transport plus rapide, là en l'occurrence, c'est le télétravail qui te permet de l'utiliser 2 fois moins souvent. Mais la réponse du système quelques années après, c'est toujours autant de transport en fait. Et on a encore du rebond à ce niveau-là. Voilà. C'est dingue. Et du monopole. Et du monopole. Et oui, c'est-à-dire que plus tu augmentes cette distance, quand tu es à 3 km du travail en 1960, tu peux imaginer que tu as plusieurs possibilités, des transports en commun et tout ça. Mais quand tu es à 25 km ou 30 km, il n'y a plus que ta voiture. Hein. Sauf si tu as un RER ou un train de banlieue. Si tu as de la chance d'avoir ça, mais sinon tu vas déplacer à la rigueur en voiture jusqu'à une station. Ou alors où tu t'es installé plus loin, parce qu'il y avait un train de banlieue qui te permettait d'être plus loin, etc. Donc c'est pas que de la chance. Et donc le train de banlieue, c'est bien sa définition. C'est le train qui crée la banlieue, qui te permet d'habiter, de travailler dans une ville différente. Et donc le train de banlieue, c'est bien lui qui a créé les banlieues au départ. Même aux États-Unis, les trains de banlieue, c'est eux qui ont créé les banlieues. Après, ça s'est transformé avec la voiture. Et donc après, c'est le monopole radical. C'est-à-dire une fois que tu es à 30 ou 40 km de ton travail, soit tu as ta voiture, mais tu n'as plus rien d'autre. Les transports en commun, c'est tellement diffus qu'en gros, il n'y en a pas. Ton vélo, c'est trop loin, tu oublies. Donc c'est pour ça que il y a des questions qui se posent sur le fait de arrêter de rêver sur des transports plus propres, plus rapides, etc. Et se dire ce qu'il faut, c'est qu'on réduise les distances du quotidien. On va y arriver à tout ça. Pour réouvrir la possibilité, les possibilités. On va arriver à tout ça parce qu'il y a des réalités. Tu vois, à partir du moment où ton système repose sur du fossile et sur forcément des grosses voitures et des voitures, tu prends le cas de la Belgique ou la France avec la France périphérique, qu'est-ce qui se passe dans un monde qui se transforme? On va y arriver. Oui. Mais avant, j'ai quand même des questions. Oui. J'ai envie de faire un parallèle avec moi. Tu sais, la voiture, je trouve qu'au début, ça a activé tous mes neurotransmetteurs parce que j'avais que mon vélo et le métro.
Et le métro, c'est chiant, t'es tributaire, t'as l'impression d'être esclave d'une machine que tu ne maîtrises pas, que tu débarques pas au moment que t'as envie de démarrer. Et que s'il y a quelqu'un qui a fait le malin sur les voies, ça y est, ça ralentit tout, t'arrives en retard à l'école, c'est vraiment frustrant. Et je me rappelle, quand j'ai eu mon permis, à 17 ans et 9 mois, je l'ai eu super tôt, il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes de malade. J'ai été sélectionné, je faisais le job intérim, je faisais plein de jobs étudiants, et il s'est passé un phénomène. On était plein de jobistes, et on demandait qui a son permis B. Oui. Et ben moi je suis venu en disant j'ai mon permis maintenant. Et là, bam, que des demandes de job. Oui. Et on m'envoyait travailler de l'autre côté de la Belgique. Et on me demandait d'aller chercher des gens. Et le pire, c'est que j'étais vachement bien payé pour ça. Et là, il s'est passé un truc, je me dis, mais c'est trop bien. Je me gagne plein d'argent, je me gagne beaucoup plus que ceux de mon âge. J'arrive à l'école, façon de parler avec la voiture, il y a un truc social un peu qui se crée, genre oh, le gars il a une voiture, jeune, etc. Donc naturellement, en fait, tu deviens prisonnier du truc. Et puis c'est des années plus tard que tu t'aperçois que c'est un gouffre financier, tu t'aperçois que t'as arrivé à un truc où tu t'es tributaire par rapport à ton job, par rapport à tes loisirs. Moi je me rappelle, j'avais une période de ma vie, mon sport il était super loin, tributaire de la voiture. Mon boulot, tributaire de la voiture, mes courses, tributaire de la voiture. Mais ça a été très difficile de me déloger de ça. J'ai dû déménager, faire des choix de vie professionnels drastiques. Tout le monde ne peut pas faire ça. Comment on fait dans ce genre de situation ? En fait, ce que tu as vécu, toi, c'est dans l'histoire des transports. En général, c'était plutôt les gens aisés qui pouvaient se permettre d'être les premiers à disposer d'un moyen de transport plus rapide. En fait, c'est ce qui t'est arrivé. C'est pas parce que tu étais aisé. C'est juste que tu t'es retrouvé dans une situation. Bah si, ma mère m'a offert mon permis. Toi, t'avais. Voilà, oui, mais c'est que. Elle m'a payé mon auto-école. Tu vois, au début où il n'y avait pas trop de voitures, les premiers qui pouvaient se les payer, t'imagines, c'était des gens plutôt aisés. Bien sûr. Et eux avaient un différentiel de vitesse par rapport à la masse. Ouais. Sauf qu'on est en train de parler d'un produit de masse, une industrie derrière qui fait des gains de productivité, qui du coup propose assez rapidement, quelques années plus tard, la même chose à des gens qui sont moins aisés. Et toi, c'est pas le critère aisé que tu me décris, c'est le fait que quelques années plus tard, toi, tu as eu la chance à un moment d'avoir un différentiel de vitesse par rapport à ta concurrence. C'est ce que tu m'expliques. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé pour les gens aisés qui, à un moment, pouvaient avoir une voiture alors que les autres n'en avaient pas. Puis ensuite, une fois que les autres acquièrent, parce que tu as des gains de productivité, ça devient plus accessible, mais celui qui avait cet avantage, qui se rendait compte que sur la route, il n'y avait pas trop d'embouteillage, il avait de la vitesse qui lui permettait de gagner du temps, mais quelques années plus tard, oulala, il y a de plus en plus de voitures pareilles, donc lui, en fait, qu'est-ce qui se passe ? S'il veut maintenir son différentiel, il faut qu'il acquiert un moyen plus rapide en fait, tu vois. Il y a une espèce de fuite en avant. Si tu veux toujours bénéficier de cet avantage concurrentiel, tu ne peux pas te satisfaire pendant beaucoup d'années de ton moyen. Parce que ton moyen, il est rattrapé par la masse. C'est un truc de fou ce que tu racontes. Oui, mais c'est ça qui s'est passé dans l'histoire des transports. Tu vois, si tu regardes bien, historiquement, l'ouvrier des années 1840-1850, à la première création des trains de banlieue à Londres, autour de Londres, mais au départ, les ouvriers, tu vois, ils habitent à côté des fabriques, c'est pollué, c'est malsain, etc. Et là, il commence à y avoir des trains, mais ils sont un peu chers. Une compagnie autour de Londres se dit, tiens, si je fais un billet pas cher hebdomadaire, mais à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir avoir la clientèle ouvrière. Et là, il y a un déclic, d'un seul coup, les ouvriers, avec le salaire ouvrier autour d'eux, se rendent compte, mais je peux prendre ce train tous les jours, tu vois. Tout d'un coup, c'est un moyen rapide, mais qui était accessible un peu cher, et tout d'un coup, il devient accessible. Et on se dit, les ouvriers se disent, je vais pouvoir m'installer à 12 km. C'est super, ils sont à la campagne, t'imagines, à 10 km de les énormes fabriques, t'es tout de suite à la campagne. Donc super, là, t'as un différentiel. Mais en fait, quelques années plus tard, les trains se développent, ça marche bien, les banlieues à question se densifient, et du coup, si tu veux avoir le même accès à la campagne et à la nature 20 ans plus tard, il faut que tu ailles encore plus loin, parce que tout s'est densifié, tu vois. Donc tu as des différentiels de vitesse comme ça, il faut les voir comme étant provisoires, en fait, dans l'histoire des transports. À chaque fois rattrapé. Après, il y a aussi le fait que toi, tu as vécu, lorsque tu avais ta première voiture, une notion de liberté. Ah oui, non mais complètement. Voilà. Il faut voir que cette notion de liberté, elle est quand même assez entretenue. Okay, c'est-à-dire mais entretenu par la publicité. Quand tu regardes aujourd'hui les publicités des transports, ouais, mais Laurent, tu le vis quand même. Quand t'es jeune, t'as 18 ans. Bien sûr, je suis d'accord, mais quand t'es jeune, t'as 18 ans et que t'as toujours fait du vélo, des transports et que t'accèdes à la voiture, il se passe un truc dans ton cerveau. Parce que toi, tu vas à pied quelque part, même quand t'as ton premier vélo, c'est pareil. Avant d'aller à pied quelque part, tout d'un coup, tu te dis, je peux avoir un vélo. Mais toi, sur l'instant, t'es dans les mêmes déplacements. Tu te dis, je fais ces déplacements à pied, ça me prend 20 minutes, etc. En vélo, c'est 5 minutes. Tu vois bien que je t'offre un transport plus rapide, automatiquement, tu gagnes du temps. Et c'est la réalité à court terme. Sauf qu'ensuite, une fois que tu as ton vélo, avant, tu allais à pied dans ton club de sport qui était pas plus loin qu'1 km ou 2, parce que sinon, à pied, c'est beaucoup trop loin. Tu obtiens un vélo. Du coup, tu gagnes du temps puisque tu vas à ton club de sport. Mais une fois que tu as ton vélo,
t'as peut-être des potes qui eux aussi ont un vélo, parce que le vélo c'est un moyen de masse, et qui te disent mais non, viens faire du sport dans tel endroit qui est un peu plus loin. Exactement, On et sera le vélo entre te le potes. T'as permet. le vélo, donc c'est pas grave. Du coup, tu te retrouves quelques années après à mettre le même temps en fait que tu mettais à pied, maintenant en vélo. C'est parce que le vélo t'a ouvert une distance plus grande et par le truchement des copains. Mais oui, là maintenant que tu as ton vélo, tu peux. Tu t'es habitué à ton nouveau Et ça, niveau de vie. et alors en quelque une sorte. fois que tu fais ton sport, plus à 1 km, mais à 10, à 5 parce que tu peux y aller en vélo. Mais après, tes potes sont là, ils ont tous un vélo. Grosso modo, tu changes pas, tu vois, bon, Ouais. ça va. Et puis après, tu as la bagnole. Ah, ben ouais, la bagnole. Ah, mais ça me permet de C'est peut-être ce qui m'est arrivé. tu vois. J'allais au sport et l'ennui, à c'est que si 25 tu veux km. revenir en arrière, C'était ouf. ben en fait, tu peux plus. Ouais. C'est-à-dire que en fait, le moyen de transport te crée une distance. C'est comme ça qu'Illich le présentait. Voilà. C'est Bon, enfin, mais voilà. c'est fort parce qu'en fait, tu me ramènes à comprendre sociologiquement parlant ce qui m'est arrivé, mais Oui. surtout tu me permets de comprendre vis-à-vis de mon fils. Mon fils a 5 ans. Et mon fils, tout d'un coup, a eu un vélo à vitesse. Très intéressant ce que je vais te dire. C'était lui, moi à pied, et lui à la rigueur à pied, puis ensuite moi à pied, lui en vélo sans vitesse. Et forcément, ça nous a amené dans un certain rayon. Il a obtenu son vélo à vitesse, tout a changé. Accéder plus rapidement à un endroit, donc du coup, très facilement son petit club de foot, etc. Mais donc ça l'amène forcément à avoir une forme d'autonomie, à en prendre du plaisir, à se dire, ok, on peut aller plus loin. Et c'est drôle parce que tout ce que tu viens de préciser se reprécise une nouvelle fois dans ma vie et est vraiment le miroir, certainement que des gens ont également vécu. C'est symptomatique. Mais comment tu sors de là psychologiquement? De ce qui se passe depuis. Psychologiquement, l'ennuyeux, c'est que. Parce que tu es dans une fuite en avant, là. Mais tu es dans une fuite en avant qui te ferme des possibilités, en fait, une fois que tu es dans une certaine distance qui correspond à ton moyen, il n'y a plus les moyens inférieurs. C'est ce que disait le monopole radical d'Illich de la voiture automobile, c'est qu'une fois que grâce à ta voiture qui te permettait de faire à une certaine distance des choses, tu as fini par les choisir et à la fin tu peux plus revenir en arrière, enfin tu peux plus changer de moyen en fait tout simplement. Donc tu es coincé avec ton automobile. À part si tu changes drastiquement ta vie. Mais là ça devient tu vois, risqué. quand tu parlais du domicile-travail, il fut une époque où les employeurs, je parle de plus d'un siècle, les employeurs en fait, ils étaient obligés d'avoir leur main-d'œuvre à côté, ou alors ils organisaient des ramassages en camion si jamais il y avait les ouvriers dans les villages autour. Et on est passé en 100 ans d'une situation où c'était la responsabilité de l'employeur que de s'occuper éventuellement des transports payants coûteux de ses salariés, jusqu'à maintenant une situation qui est exactement celle que tu as décrite, c'est qui a une voiture, et en fait l'employeur il considère à la base que 50 km à la ronde, les gens sont tous équipés de voitures. Donc c'est plus son problème. Du coup lui, il peut se permettre de densifier, en fait, de regrouper ces unités. Quand je te parle d'employeur, ça peut être une entreprise, ça peut être un service public, un hôpital, qui dans son équation économique, à partir du moment où tout le monde est équipé de voitures, tu lances sur une question. Plutôt Continue. que de faire des petites unités, je vais faire une grosse unité, ça peut être un gros lycée, parce que de toute façon, tout le monde a les moyens. Et tu transfères, en fait, la charge à la fois financière, mais aussi tu crées des durées de déplacement, à ton bénéfice économique, parce qu'à partir du moment où tu es sur des grosses unités, tu te doutes que tu fais des économies d'échelle comptables en fait, mais c'est au détriment du déplacement en fait des personnes qui se retrouvent, au lieu d'avoir plusieurs lycées, n'en ont plus qu'un, alors ceux qui ont la chance d'être à côté, tant mieux pour eux, les autres globalement ils vont plus se déplacer, c'est pareil pour les hôpitaux et les entreprises. Et donc là, depuis les 1850 en gros, le début de ça, on n'a pas arrêté, en fait, tu vois, d'augmenter ces distances. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on touche les limites. Enfin, on est en train de déstabiliser le climat, d'avoir des villes trop polluées, particulièrement à cause des transports. Et en fait, pourtant, donc là, on a deux chemins possibles aujourd'hui. C'est soit on se dit, tu vois, à Paris, on se dit, non, les gens, la francilienne, les embouteillages, on va faire le Grand Paris, un RER circulaire. Et on dit Grand Paris comme si on pensait la ville comme étant, comme la région parisienne comme étant une ville, tu vois, le Grand Paris. Ouais. Voilà. C'est-à-dire quoi, RER circulaire, c'est-à-dire quelque chose qui ferait une boucle. Quelque chose qui fait qu'en fait, comme tu au Japon, pourras habiter et travailler dans le Grand Paris. D'accord, mais c'est quelque chose qui ferait le tour, en fait. Il faut bien que tu vois que ça existe au Japon, c'est très pratique, ça je dirais. Oui, mais la normalité, il y a plus d'un siècle, c'était de travailler et de vivre dans la même ville. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, la normalité, c'est de travailler et vivre dans une ville différente. Prenons ce truc-là. Il y a une question que je dois te poser qui est très importante, et on va revenir à ça. Est-ce que, c'est une assertion que je te pose là, et tu me dis si tu es chaud ou pas sur cette idée-là,
que la voiture est devenue tellement le mode de transport premier, notamment en Belgique, hein, on a une politique des voitures, voilà, voitures de société, tout ce que tu veux, est tellement devenu le mode de transport premier que le travail en général, un domicile-travail, et que le travail s'est greffé autour de ce mode-là, Oui. qui fait que, quoi qu'il arrive, si tu es sur le marché du travail et que tu es sans voiture, donc que tu es en train, Oui. en vélo, en trottinette, à pied, tu es, quoi qu'il arrive, disqualifié par rapport à la compétitivité. Et que forcément, tu serais obligé, quoi qu'il arrive, de prendre une voiture si tu as envie de payer ta fin du mois. Mais c'est-à-dire que ton employabilité est inférieure parce que celui qui a une voiture, lui, il peut répondre, enfin, il se dit que son employabilité, c'est 40 km à la ronde. Donc, ça lui donne plein de possibilités. Celui qui n'en a pas, il a beaucoup moins de possibilités. Il a des timings Mais très différents. ce qu'il faut voir, c'est que si personne n'avait d'automobile, alors, allez, je te prends un cas extrême qui n'est pas forcément un modèle politique, mais si tu prends Cuba. À Cuba, il y a une voiture pour 17 habitants. Donc, en gros, les gens n'ont pas de voiture. Et bien, là-bas, les gens, ils travaillent et vivent dans la même ville. Et donc, tu vas pas, si jamais il y a une offre d'emploi pour être infirmier dans l'hôpital de la ville, les seules personnes qui peuvent postuler, c'est les gens qui habitent dans la ville, en fait. Tu vois, les gens qui habitent dans les autres villes ne peuvent pas postuler. Donc, en fait, il faut te dire que le niveau de concurrence, en fait, il est le même. Si les gens n'ont pas de voiture, quand tu as un job quelque part, il est possible d'être pris par un certain nombre de personnes. Si tout le monde est équipé de voitures, effectivement, les gens ont accès à plus de possibilités. Mais toutes ces possibilités sont accessibles à d'autant plus de gens. Donc en fait, toi, tu as l'impression d'avoir une employabilité meilleure parce que tu te dis « j'ai plus de boulot potentiel », mais en fait, il y a d'autant plus de gens qui peuvent accéder à ce boulot potentiel. Donc en fait, c'est une illusion. Ce n'est pas une illusion si par exemple à Cuba, tu as une bagnole et que les autres n'en ont pas. Alors là, effectivement, toi, tu peux te dire « je peux prendre des jobs dans les autres villes, pas les autres ». Donc là, tu as une employabilité supérieure. Voilà, c'est ça. Tu comprends. Donc en fait, la voiture elle s'est développée parce que petit à petit, elle a donné à certains qui s'est avéré quelque part une illusion d'employabilité qui était vraie provisoirement tant qu'ils étaient les premiers. Et alors, du coup, tu atteins la frustration, tu es bloqué des embouteillages. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment aujourd'hui, la promesse, c'est de se dire, alors qu'on pourrait se dire, il faudrait réduire les distances domicile-travail. Enfin, je dis domicile-travail, mais il n'y a pas que domicile-travail. Bien sûr. Faire ses courses, les écoles et tout ça. Ville à 15 minutes. Réduire, si tu te dis l'objectif, c'est réduire les distances, automatiquement, alors ça veut dire des déménagements, soit de personnes, soit de travail, ça veut dire une décentralisation, tu vois. Ça, c'est une première hypothèse. Parce que si tu arrives à réduire les distances, donc aider, quitte à ce qu'il y ait de l'aide publique, pour que les gens qui sont, par exemple, trop modestes pour se dire je suis à 30 km de mon travail, je pourrais déménager, mais c'est trop cher. À quelques kilomètres, est-ce que c'est pas à l'État d'aider? Ou alors est-ce que ce service ou cette entreprise s'est centralisée complètement au cœur d'une métropole? Pourrait pas se disloquer légèrement. Pourquoi elle ne le fait pas économiquement? Mais alors, est-ce qu'il faut imaginer des aides, des contraintes, les deux ensemble, pour qu'en fait elle se décentralise, pour du coup qu'on puisse arriver à rapprocher? Parce qu'une fois que tu n'es plus qu'à quelques kilomètres, là tu ouvres la possibilité de transport. Okay, bon. Et la deuxième voie, c'est de se dire, non, on a des problèmes par exemple de pollution, de climat, mais la voiture électrique. C'est en fait la technologie. Voilà. La technologie qui est là, dans les conséquences possibles. Donc tu as deux voies aujourd'hui, c'est la voie de la technologie pour résoudre nos problèmes, et la voie de la sobriété. Et tu as une énorme opposition aujourd'hui. C'est plus la voie de la technologie pour l'instant qui l'emporte, politiquement parlant, et même au niveau des entreprises. Politiquement, oui, parce que politiquement, je pense que le monde politique est tellement accro à la croissance économique, la croissance vraiment brute, simplement, l'augmentation du PIB, etc., que imaginer une réduction, une sobriété, ça coche pas les cases de la croissance économique, donc c'est à rejeter. Enfin, c'est vraiment il y a une sortie de Bruno Le Maire là-dessus. Et donc, on se dit, la technologie est là. Et tu vois, je cite régulièrement, Fairfield Osborne, par exemple, c'est des années 40, aux États-Unis, un zoologiste américain, lu par Einstein quand même. Lu par Einstein. Gros gars. Voilà, traduit, etc. C'est pas un petit bouquin exotique. Qui disait, d'après lui, que le plus fort soporifique de l'espèce humaine, c'est la croyance dans le fait que les miracles de la technologie moderne puissent résoudre n'importe quelle difficulté. Et là, tu vois, on est en 49 de mémoire. Parce que ça l'a fait. C'est tellement d'actualité. Mais c'est parce qu'à notre court terme de notre histoire humaine, ça l'a fait quand même. La technologie nous a permis de faire des dingueries. Des dingueries, mais ce qu'il faut que tu vois, c'est que dans l'histoire, moi je te parle bien de l'histoire des transports, c'est ce que je connais le mieux, mais c'est que il y a tellement de moments dans l'histoire où on avait un problème, on s'est dit la technologie va le résoudre,
On va le mettre en masse, cet outil, hein, tu vois. Par exemple, ça peut être les premières voitures, parce que les chevaux, ça pollue beaucoup, il y a des déjections partout. Paris, Bruxelles, j'imagine, il y en avait plein aussi. Ça pue, c'est l'enfer, les chevaux. C'était au point qu'on mettait des petits trucs pour se laver les pieds devant les maisons. À ce moment-là, voilà, on nettoyait aussi les rues. Bon, bref, tu avais plein de nuisances liées aux chevaux, et là, l'automobile est proposée. Alors, tu as l'automobile électrique, alors elle est vraiment propre pour l'époque, facile à démarrer. En quelle année? Thermique, là, on est les années 1890. Okay, d'accord, ok, ouais. Il y avait la voiture électrique à ce moment-là. Ah, mais la voiture électrique, la première, même on pourrait même dire. Mais attends, mais c'est dingue. La première voiture. Alors, la première voiture motorisée presque du monde, on pourrait dire que c'est 1881. Alors, c'est un énorme tricycle, hein, okay, un tricycle très costaud. Avec anglais. un truc de charbon, là, à vapeur? Non, alors, tu as eu charbon, c'est vrai que tu as raison. C'est en Angleterre, les premières voitures motorisées, c'était plutôt les années 1820, 1825, 1830, en Angleterre, parce que c'est la révolution industrielle là-bas, c'est là où il y a le progrès technique le plus avancé sur la machine à vapeur. Et tu as les premières voitures sans chevaux, avec des moteurs à vapeur. Mais c'est pas imaginé, c'est pas ce qui se passe à l'époque, c'est pas la voiture du particulier. Il faut voir ça comme des minibus, tu vois, pour des liaisons de diligence, en fait, qui transportent avec des tickets payants 10, 15 ou 20 personnes. Donc c'est une grosse voiture, machine à vapeur. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu quelques accidents et le lobby, on appellerait comme ça des diligences et des chemins de fer, voyait mal ce nouveau concurrent et ont réussi à la faveur en 1834 d'un accident à Glasgow qui a fait plusieurs morts parce qu'une chaudière a explosé et de dire oh là là mais ça c'est un véhicule très dangereux, en plus il est très lourd donc il abîme les routes et les routes étaient financées par les péages que les diligences payaient pour traverser les villes. Okay, les villages, c'est ça qui finançait les routes. Et comme ces voitures étaient plus lourdes que les diligences, simplement, ils ont réussi à convaincre d'une part que c'était dangereux, d'autre part que c'est comme c'était plus lourd à l'essieu, c'est ça qui allait abîmer les routes, donc il fallait leur faire payer des péages beaucoup. Ils ont réussi parce que les péages étaient à peu près très vite 10 fois plus chers. Okay, ils ont convaincu de passer des lois pour, comme c'était dangereux, de dire ben non, c'est pas une seule personne qui doit conduire et s'occuper de la chaudière, c'est 3 personnes. Donc tout ça avec le truc qui n'est pas rentable, pas intéressant, c'est devenu, voilà, 3 personnes, une qui s'occupe de la chaudière, une qui s'occupe de la conduite, et le troisième qui est à cheval devant, pour dire attention, une voiture arrive, écartez-vous. Donc t'imagines économiquement, ça a tout effondré. Du coup, l'autre voiture... Voilà. Et donc là, l'automobile, pour te dire, l'Angleterre est passée à côté complètement du sujet à cause de ça. C'est-à-dire ces lois qui dataient des années 1830, sévérisées dans les années 1860, ont fait que l'automobile moderne n'est pas née en Angleterre, alors qu'elle aurait dû naître en Angleterre. C'est eux qui étaient le plus en avance. Okay, l'automobile n'est pas née en Angleterre à cause de ces lois qui dataient déjà de 60 ans, qui ont bridé complètement, économiquement et techniquement, parce qu'elles étaient limitées en vitesse. Donc voilà, donc l'automobile moderne n'est pas née en Angleterre. Okay, c'est pour ça que tu n'as aucun gros constructeur anglais aujourd'hui. C'est vrai. Elle est née Il y a MG, en Europe de l'Ouest. Aston Martin. Elle est née en France, à Paris, un peu en Belgique presque en même temps, en Allemagne et autour de New York. Okay, d'accord. Voilà. Et ça, c'est les années, donc tu vois, 1881, on peut dire que la première voiture motorisée qui roule, c'est un gros tricycle de Gustave Trouvé. 1880, dans les rues de Paris, il a équipé un tricycle anglais assez gros de batterie au plomb et d'un moteur électrique, et il se promène dans les rues de Paris avec... et donc on est en véhicule électrique. Mais ça, c'est quand même dingue. 1881 et 82, c'est là où tu as les premiers prototypes vraiment de voitures aussi à vapeur, aussi à moteur à explosion. Donc tu as l'automobile moderne, les premiers protos, c'est les années 1880. Et on va dire la première commercialisation c'est les années 1890. Et là, tu as vraiment des voitures à vapeur, pour le particulier, on parle, des voitures à vapeur, des voitures électriques, des voitures thermiques, et on se demande qui va gagner la bataille. Voilà. Et là, tu en as quelques milliers à la fin des années 1890. Alors la bataille, elle est d'emblée à peu près perdue pour la voiture électrique, alors que c'est celle qui est quand même clairement la plus propre. Il faut que tu imagines la voiture à essence à l'époque. Ça vibre beaucoup, ça fume beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est violent, ça Mais comment se fait-il qu'elle est perdue alors la voiture électrique? Alors, elle a commencé elle a presque commencé par gagner aux États-Unis, autour de New York. Elle a mené vers 1898, 99, 1900. Aux États-Unis, autour de New York, tu avais un petit peu plus de voitures électriques. Par contre, en Europe de l'Ouest, dès 1895, où tu as la première course automobile de l'histoire, qui est Paris-Bordeaux-Paris. Et en fait, cette course, il n'y a qu'une voiture électrique de Janto qui tente la course. Et en fait, avec sa voiture électrique, il y avait 30-40 km d'autonomie. Il fait une voiture électrique énorme pour avoir cette autonomie-là, qui fait déjà 2 tonnes, etc. Il fait fabriquer des accumulateurs
qu'il fait disposer tous les 40 km entre Paris et Bordeaux. Tu vois, pour recharger. Non, pas recharger, pour substituer ses accumulateurs changer. En un quart d'heure, tout ça. Alors, en plus, il a un problème technique, il casse un essieu. Enfin bon. Bref, il arrive dernier à Bordeaux, il abandonne. Donc, c'est une voiture essence qui était arrivée première, qui fait l'aller-retour, etc. Et donc, la voiture essence montre que c'est elle qui est la meilleure. Mais la voiture électrique, quand même, elle a montré qu'elle était compétitive. Mais il y a une grosse différence entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Ouais. C'est que les États-Unis sont un pays qui grandissent très très vite en termes de population urbaine. Donc, les routes, il y a peu de routes de liaison entre les villes. C'est surtout des rails entre les villes. Par contre, dans les villes, là, il y a des rues, etc. Donc, la mobilité automobile autour de New York, elle est surtout urbaine. Et à ce moment-là, la voiture électrique, elle est plus pratique, en fait. Tu vois, elle est pour un usage exclusivement urbain. Alors qu'en Europe de l'Ouest, tu as des routes qui joignent les villes depuis des décennies. Parce que même les rois, tu vois, les grandes voies, depuis les voies romaines, entretenues par les rois. Donc, tu as des routes partout. Donc, tu peux sortir techniquement, tu as les routes pour sortir. Et l'essence, en fait, est un produit qui est déjà distribué avant l'automobile en bidon, parce qu'elle sert en produit de nettoyage, donc tu retrouves facilement des bidons d'essence, en fait, dans les pharmacies, dans les épiceries de toutes les villes. Donc du coup, en termes d'autonomie, dès que tu sortais de Paris, de Bruxelles, tu pouvais trouver en fait on va à une pharmacie, on fait le plein. Voilà, tu faisais le plein, tu trouvais des bidons de 5 litres assez facilement. C'est ouf. Alors que la voiture électrique, si tu tentais le même trajet, tu avais la route pour le faire, mais alors il fallait la recharger avec une certaine tension, tu vois, même si pourtant de l'électricité t'en trouvais, mais le réseau. Qui fait que non, la voiture électrique, il fallait qu'elle soit rechargée à son garage. Ouais. Okay, à son garage, là où elle était stationnée. Donc dans ce monde d'expansion, qui va vite. L'autonomie réelle de la voiture à essence n'était pas du tout perçue comme étant la même dans la réalité on sentait moins en la Europe contrainte de l'Ouest que New York. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en 1900, tu as un peu plus de voitures électriques, de voitures à essence à New York, alors qu'en fait, il n'y en a jamais eu plus en Europe de l'Ouest. Ouais. Même si à un moment, tu vois, dans l'histoire de la voiture électrique, on est le 6e moment, d'après moi. Quand je dis un moment, c'est un moment où quand tu lis la presse, tu te rends compte qu'il y a du progrès technique de la voiture électrique, que dans la presse spécialisée, même au grand public, les spécialistes, les experts des automobiles te disent non, mais là, on sent bien la voiture électrique comme étant la voiture de demain. Ça, c'est arrivé déjà, on est à la 6e fois dans l'histoire. Okay, la première fois, c'était pour te dire en 1898, justement. Tu vois, 95 quand même, Charles Gentot fait bonne figure à la course Paris-Bordeaux, Paris. Il gagne, à Genadzi, constructeur belge de voitures électriques et particulièrement de fiacres électriques, qui, on le sait, avec la jamais contente, pulvérise, gagne le concours de vitesse. C'est le premier à franchir les 100 km/h. En se tirant la bourre avec un autre concurrent qui lui-même était en voiture électrique. Donc on voit que la voiture électrique, c'est la voiture la plus rapide du monde. Et après, Genadzi lui-même gagne des courses de côte. Les courses de côte, en fait, c'était des courses, tu vois, assez courtes, sur des montées qui duraient quelques kilomètres. Et en fait, les voitures à essence, qui n'étaient encore pas très puissantes et qui chauffaient, en fait, n'étaient pas si performantes que ça. Donc tu vois, la voiture électrique en 1898, par exemple... non, la jamais contente, c'est 1899, excuse-moi. En 1898, les compagnies de fiacres qui ont aux États-Unis, à Paris, à Bruxelles, qui ont des centaines de fiacres, des compagnies de fiacres. Fiacres avec des chevaux, pour faire des taxis à chevaux, si tu veux. Et bien en fait, elles voient arriver la motorisation sur le marché des voitures à essence, à vapeur, des voitures électriques. Ils se disent, non, la voiture à essence, ça secoue et tout, c'est pas agréable, etc. Non, la voiture électrique... Donc en fait, les compagnies de fiacres commencent à miser, même à New York, à Chicago, sur des voitures électriques. Donc ils commencent à investir dans des garages spécialisés, des voitures électriques avec batterie amovible. C'est-à-dire que dès le départ, les compagnies de fiacres, comme les batteries ont peu d'autonomie, quelques dizaines de kilomètres. Enlever, mettre une autre à la place. Si jamais il y a plusieurs courses le matin, le fiacre électrique peut revenir au garage. En 10 minutes, le garage est conçu avec des rails et tout ça. On déboulonne. C'est ouf, donc technologiquement parlant, ça prenait cette direction. Exactement. Donc du coup, à Paris, le concours des fiacres de 1898-1899, il est gagné par des voitures électriques. Concours de fiacres où tu as des trajets à faire, un calcul aussi économique, voilà. Et donc on se dit dans la presse, mais la voiture de demain, là si les fiacres investissent des dizaines de voitures, l'année prochaine c'est des centaines, la voiture électrique pour monsieur tout le monde dans quelques années, au moins en ville, c'est forcément la voiture électrique. Au final,
qu'elle n'a pas réussi à tenir la cadence et qu'à l'échelle mondiale, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait du pétrole à vendre? Il y a eu ça, mais il y a aussi la voiture thermique, la voiture à essence, qui a fait des progrès en fait. Tellement elle s'est diffusée qu'il y a eu beaucoup de progrès techniques, et même s'il y a eu du progrès technique aussi sur les batteries, des innovations, lorsque la voiture électrique a réémergé plusieurs fois, elle était meilleure que ce qu'elle était 10 ans avant, 20 ans avant. Mais entre-temps, la voiture à essence, elle avait elle-même aussi fait d'énormes progrès. Et donc, elle a toujours eu, quand on l'a relancée, toujours un écart beaucoup trop grand d'autonomie et de vitesse de circulation. Donc, l'écart était toujours trop grand. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a eu l'émergence, pour différentes raisons, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais au bout de très peu d'années, on s'est dit, non, il faut laisser tomber. Voilà. Mais justement... Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Non, mais bien sûr, mais est-ce que c'est quoi? La voiture thermique permet encore d'aller toujours loin, à une vitesse incroyable. C'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il a fallu atteindre les technologies qui permettaient, et tu me dis si mon raisonnement, tu le sens correct, est-ce qu'il a fallu développer les technologies électriques en même temps qu'il y avait un problème climatique? Mais qu'au moment où on s'est dit, ok, monsieur les patrons de l'automobile, on a réussi à avoir des batteries et à mettre des batteries en place dans une voiture qui permettent de faire autant de kilomètres qu'un plein normal, donc c'est-à-dire que la voiture électrique arrive à égalité, plus ou moins, attention, avec la voiture à essence, même s'il n'y a jamais vraiment d'égalité, la voiture à essence, tu remets, hop, et ça y est, tu peux repartir. L'autre, il faut attendre un petit peu, même en charge rapide. Mais d'arriver en tout cas à suffisamment d'autonomie et de puissance pour que ça puisse concurrencer et que seulement à ce moment-là, on accepte de passer de la thermique à l'électrique parce qu'on est plus ou moins au même niveau. Ce que tu dis, la voiture électrique, tu vois, je vais citer assez ancien, Baudry-de-Saunier, je crois que c'est vers 1906-1907, c'est un des spécialistes français de l'automobile, qui justement, à un moment où la première perspective florissante s'effondre de la voiture électrique suite donc aux compagnies de fiacre qui s'équipent beaucoup 1899-1900 et au bout d'une année, 2 années d'exploitation se rendent compte qu'il y a trop de problèmes techniques, ça coûte beaucoup trop cher, elles les abandonnent complètement. Et c'est plusieurs années plus tard uniquement qu'elles vont se basculer aux voitures à essence. C'est abandonné et lui il analyse le truc alors que lui-même il croyait beaucoup quelques années avant et il se dit qu'il y aurait un seuil de capacité des batteries nécessaire au-delà duquel elles s'imposeraient. Et que ce seuil, on en est très très loin à l'époque, avec les batteries au plomb. Et ce seuil, il le donne. Et ce seuil, ce qui est étonnant, dans l'unité de l'époque, alors je vais donner un mot technique, mais bon, peu importe, c'est en watts par kilogramme. En watts par kilogramme. En watts, donc d'énergie électrique, que tu peux avoir dans 1 kg de batterie. Ok, d'accord, ok. À l'époque, alors l'unité n'était pas celle-là, c'était des kilogrammes-mètres, enfin l'unité de l'époque, t'imagines. Bon, bref. Donc lui, c'était quoi le niveau? À l'époque, c'était 10 à peu près. C'est 10 Wh par kilo, une batterie au plomb de l'époque, 10. Et lui, il pronostique le fait qu'il dit, bon, en fait, là, la voiture électrique, c'est mort. Il faudrait que, pour qu'elle s'impose, que ça dépasse, dans son unité à l'époque, transfert à unité d'aujourd'hui, c'est 272 watts. Tu vois, donc 27 fois par kilo. Par kilogramme. 27 fois plus par kilo. Et aujourd'hui, en fait, alors, tu as eu la batterie au plomb, après, tu as eu des batteries sont lourdes, etc. là, maintenant. Oui, mais aujourd'hui, on est entre... Allez, on est autour de 200. Lithium, on est autour de 200, tu vois, avec les batteries lithium, tu as plein de versions, mais... On est autour de 200, tu vois. Et le progrès technique continue. Donc la question qui se pose dans l'histoire de la voiture électrique, c'est de se dire, on est en train de se rapprocher du pronostic de Baudry-de-Saunier. C'est ça. Qui lui met ce pronostic à 272. Tu vois, on est passé de 10 à 200 en un siècle. Mais déjà en 200, il commence à y avoir des transitions. Mais on sent que c'est encore très récalcitrant. Mais on sent que, oui, mais l'autonomie, c'est pas encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autonomie des voitures neuves moyennes, ça doit être dans les 350, les voitures neuves. Non, mais tu prends un risque si tu te lances sur l'autoroute et que tu n'as pas une station à un moment. Exactement. Bien sûr. Donc la moyenne du marché, je crois que ça va être 370, un truc comme ça, kilomètres en moyenne. Donc ça veut dire que tu as des 500, tu as des 300, etc. Mais donc, ça, c'est homologué. Voilà. Mais donc ça s'adapte beaucoup à des villes. Il faut décaler un peu, voilà. Mais tu te dis, tiens, mais si la technologie, imaginez une révolution, pourquoi pas, qu'on arrive à 300 Wh dans 10 ans. À ce moment-là, tu dis, ça y est, c'est gagné. C'est-à-dire que tu pourrais avoir 800 km d'autonomie, là où aujourd'hui tu as 500. Et là, elle gagnerait clairement sur la thermique. D'après Baudry-de-Saunier. D'accord. D'après ce pronostic, mais qui date de plus de 100 ans. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais l'ennui aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que tu as du progrès technique, là, quand tu regardes depuis ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a une technologie de batterie qui a un peu plus de watts par kilo que ce qui se fait. Ouais, mais tu pourrais te dire, ça va demander un peu moins de matière, puisque la densité augmente. Mais en fait, depuis quelques années, il y a zéro gain. C'est même pire, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas d'augmenter l'autonomie. C'est-à-dire que tout le progrès technique ne sert qu'à proposer toujours plus d'autonomie, puisqu'effectivement, l'autonomie fait partie quand même, honnêtement, des freins à l'achat. Bon.
Oui, mais Et donc, si c'est tu pour as offrir aujourd'hui le même service que la voiture thermique. Si tu as plusieurs années de progrès technique, ça paraît évident que ces prochaines années, on ne cherche qu'à singer l'autonomie de la voiture thermique et donc d'avoir aucune sobriété en termes de quantité de métaux par voiture. C'est ça. Deuxième problème de ces nouvelles générations qui arrivent, c'est qu'elles donnent de l'appétit à l'électrification de nouveaux moyens. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu fais attention, mais les camions, par exemple, il y a quelques années, on n'en parlait pas. En gros, de l'électrification des camions. Puis on a commencé à en parler, mais pour les camions de livraison urbaine, tu vois, on commence même à parler de les recharger et là, on roulent commence sur à des en parler lignes électriques sur autoroute. Oui, là. alors ça, on en parle après si tu veux, mais pas de souci. En termes de batterie, de véhicules à batterie, mais plus ça va, plus les progrès techniques de densité des batteries ouvrent la voie au fait qu'on pourrait se dire, tiens, pourquoi telle catégorie de camions, on l'électrifierait pas aussi? Sauf que on est dans les limites planétaires, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Et le fait que tous les mois, 2 mois, on dit tiens aussi, pourquoi pas électrifier, et là je te parle que des camions, mais plus ça va, plus on envisage d'électrifier des bateaux, enfin ça n'arrête pas. Tous les mois, il y a un nouveau mais Laurent, secteur. C'est la direction politique mondiale là pour l'instant. Et donc c'est pour ça que les gens qui disent mais il suffit de trouver une batterie qui a une densité énergétique double de celle d'aujourd'hui et l'affaire résolue, eh bien, je peux dire pas du tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si on trouve ça? Qu'est-ce qui se passe si on trouve ça? Excuse-moi, si je peux me permettre d'interrompre 2 secondes, c'est parce vas-y. qu'il y a des politiciens, il y en a en Belgique, qui disent il faut compter sur l'évolution technologique des batteries. Et il y a vraiment beaucoup de personnes, notamment chez les constructeurs, qui comptent là-dessus pour qu'il y ait véritablement une forme de révolution. Explique-nous quel est le problème par rapport à ça. La révolution aujourd'hui, c'est plus de... la révolution aujourd'hui, c'est de proposer, en fait, de ne pas remettre en question ni l'usage de la voiture, et encore je vais te dire l'usage au sens de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire un usage hégémonique qui souvent est contraint, c'est pas l'usage plaisir. Si la voiture était utilisée que pour le plaisir, faut rappeler, moi, ce que j'écris, mais c'est la première liberté automobile, la première liberté, c'est de pouvoir s'en passer avant de décider de la prendre. Ça, c'est la liberté. Si tu es obligé, c'est plus la liberté. Okay, donc la liberté automobile, c'est que tu l'utilises alors que tu n'étais pas obligé. Okay, aujourd'hui, si tu regardes les kilomètres des gens, tu en as au moins la moitié, en fait, ils sont contraints. Ça s'appelle des trajets contraints. Quelqu'un qui fait tous les jours 50 km avec sa voiture pour aller bosser, il préférerait y aller à pied, quoi. Et que ça soit pas très loin, ou en vélo. Quoi, vous voyez, mon Dieu. Voilà, c'est pas du plaisir. C'est pas du plaisir. Bref. Donc la tendance actuelle, c'est de se dire qu'on ne met pas en question ni les usages, et au contraire, je vais te dire, entre parenthèses, avec la voiture électrique, sournoisement, au niveau business, on espère que ça augmente l'usage, je vais te dire pourquoi. On ne remet pas du tout en question le fait que les voitures sont toujours trop lourdes, toujours plus lourdes, ce qui est quand même une question qui se pose même jusqu'au niveau de l'ONU depuis 30 ans. De se dire, mais les voitures sont toujours plus... La thermique essence, toujours plus lourdes au fur et à mesure des générations. Monospace, mode du monospace, mode du SUV maintenant, ok. Et puis là, la voiture électrique, je te promets, je le dessine pour toi, je l'ai tracé par exemple avec un exemple d'une voiture compacte européenne depuis 60 ans. Et là, tu vois que en fait, la voiture d'un constructeur, elle faisait 900 kg dans les années 80, puis 1 tonne 100, 1 tonne 2 au fur et à mesure des générations. Tu vois, là. Et puis il y a le monospace du véhicule, donc elle s'est dédoublée, berline monospace, tac, tu vois. Et là, le passage à l'électrique, alors ça fait des années qu'on se dit, mais il faut arrêter ce que j'appelle l'autobésité, tu vois, le fait que les voitures sont de plus en plus lourdes. Mais en fait, l'électrification se base sur la dernière hype. C'est pas un infléchissement vers le bas en se disant, enfin, on va pouvoir alléger les voitures, c'est une marche d'escalier dans l'autre sens. Mais c'est ça, au lieu de voir plus de Fiat 500, je vois des SUV électriques. La courbe qui faisait comme ça, en masse, qui se dédouble avec, monospace, et bien elle va faire ça. Tu comprends? Avec l'électrique. Donc l'électrique s'adapte en fait à ce format maintenant. Alors, elle s'adapte au format, mais comme le moteur électrique, il est plus léger que le moteur à essence, tant mieux. Tu peux te dire, en plus il est plus compact, donc tu pourrais te dire, s'il est plus compact, ça prendra moins de place. Qui dit moins de place dit peut-être que la voiture peut être un peu moins grosse. Tu vois, on pourrait, bien sûr. Le compartiment moteur, tu ouvres une voiture thermique, c'est un spaghetti énorme avec des accessoires de partout. Un moteur électrique, tu le mets à côté, tu mets 2 moteurs, tu te dis, waouh, c'est tout de suite plus petit. Comme donc, un moteur voiture d'ascenseur. Potentiellement pourrait être un peu plus petite. Alors après, tu regardes la batterie. Bon, la batterie, en termes de volume, par rapport à un réservoir à essence, bon, peut-être un peu plus gros, mais bon, quand même.
Mais en revanche, en termes de poids, oulala. Et donc tu arrives aujourd'hui au fait que la marge d'escalier sur la masse, c'est-à-dire non seulement les nouvelles voitures électriques ne sont pas plus compactes, parce qu'on préfère peut-être garder un design du confort, etc. Et par contre, elles sont plus lourdes, mais vraiment plus lourdes. C'est-à-dire que la courbe qui était progressive comme ça, elle prend une marge d'escalier. Une marge d'escalier de 20 ou 30%. Tu m'excuses, mais je me garde là où tu es, et c'est important d'en parler, alors qu'aujourd'hui, on est bien d'accord qu'on a une pression sur les ressources, et donc c'est-à-dire qu'on est en train d'armer des véhicules super gros, mais voilà. Alors qu'on pourrait armer des Smart ou des Axam ou des petites voitures. Si tu veux, ce qu'il faut voir par rapport aux ressources, parce que là on parle de métaux, de métaux pas forcément très rares, mais des métaux quand même critiques. T'expliquer ce que c'est le mot critique. Bon, on va dire la voiture, elle a plus de pétrole. Bon, le pétrole, c'était critique, on s'est fait la guerre avec, c'est mal réparti sur la planète, etc. Ok, bon allez, on va échapper au pétrole, on va s'occuper, on va faire la voiture électrique. Pas de pétrole, c'est gagné. Oui, sauf que la batterie et le véhicule lui-même, il a un appel de métaux qui est bien supérieur à la voiture à essence, sur plusieurs métaux. Déjà le cuivre, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de câblage, d'électricité et puis de fort voltage qui circulent dans la voiture, qui fait que tu multiplies par 3 à 4 la quantité de cuivre. Tu passes de 20 kg, grosso modo, dans une voiture essence normale, 20 kg de cuivre dans la voiture, tu passes à 60 ou 80, tu vois, l'ordre de grandeur. Bon, oulala, beaucoup plus de cuivre. Et puis après, tu vas taper dans de nouveaux métaux dont tu t'occupais pas trop avant. Enfin, s'il y avait quand même du manganèse, mais là, tu en as plusieurs fois plus. Le cobalt, le lithium, tout ça, c'est une dizaine de kilos à chaque fois. Le graphite, qui n'est pas un métal, mais un graphite d'une très très bonne qualité pour les anodes. Donc, tout ça, donc, tu vois, cobalt, manganèse, nickel, lithium, cuivre. Alors, il y a certaines technologies de batterie qui n'ont pas de cobalt. Tu vas me dire, oui, mais à la place, il faut autre chose. Alors, on peut discuter sur telle nouvelle technologie. Coltan, tout ça. Mais souvent, tu as de l'échange, en fait. Tu échanges le cobalt contre du nickel. Après, alors, tu auras des batteries peut-être sans lithium, mais qui aura toujours autant de cuivre. Et ces métaux sur la planète sont très mal répartis, voire chacun encore plus mal réparti que le pétrole. Il faut être clair, tu vois. Le pétrole, t'en as quand même à certains endroits de la planète, mais si tu regardes le lithium, oulala, c'est déjà beaucoup moins réparti. Amérique du Sud, un peu, c'est certainement, ça beaucoup en Amérique du Sud, parce que tu as les salars, en fait, tu sais, des Andes, par exemple. Mais après, et aujourd'hui, tu as une tension qui arrive sur les métaux, qui est le fait que les constructeurs, en fait, investissent directement des centaines de millions de dollars pour acquérir des parts, voire acheter des mines. Et ça, c'est vraiment le signe que quand je te dis il y a des limites, qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Pour que les constructeurs puissent continuer à faire leur production. Mais si tu multiplies par 10 en 10 ans la production de voitures électriques de batterie, tu multiplies par 10 ou 15, il faut savoir que l'extraction de lithium, par exemple, il faut la multiplier par 40. Le cuivre, il faut augmenter d'un tiers. Mais augmenter d'un tiers la production mondiale de cuivre pour les voitures électriques, ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire des mines à ouvrir, et une mine à ouvrir, ça ne s'ouvre pas en un an. C'est des autorisations, des machins, et puis après, il faut creuser avant d'avoir le flux. Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc derrière cette voiture électrique qui aujourd'hui représente vraiment une part mineure des métaux dans le monde, ça va devenir une part, peut-être la moitié à peu près, des métaux critiques dans 10-15 ans, compte tenu de ce qu'on veut en faire. C'est très court à 10-15 ans. Voilà, c'est très court. Et ça sous-entend beaucoup de mines à ouvrir. Et aujourd'hui, les constructeurs, un peu comme dans un jeu de société, je n'ai pas trop joué, mais style richesse du monde, tu vois, où là, tu achètes des cartes, j'achète des mines de cobalt, de machin, de cuivre. Ils se préparent un jeu, là, dans quelques années, et pas forcément beaucoup d'années, où en fait, l'augmentation attendue des flux pour pouvoir fabriquer les véhicules attendus dans les prospectives, 5 fois plus de ci, etc., dans quelques années. Mais en fait, il paraît probable, enfin, d'après moi, enfin, je ne suis pas le seul à penser ça, que d'ici quelques années, en fait, l'augmentation du flux, elle ne va pas arriver à suivre l'augmentation de la demande prévisionnelle. Et donc, à un moment, ça va coincer. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir tout électrifier. C'est-à-dire, déjà aujourd'hui, la question se pose, tu vois, alors qu'en fait, je te dis, chaque mois, il y a un nouveau secteur qui veut des batteries, qui n'était pas dans la prévision d'avant, alors que les limites de la planète, ça reste les mêmes. Donc, plus ça va, plus on sent que dans quelques années, et pas beaucoup d'années, ça va coincer. Et quand ça va coincer, c'est de se dire, on va repousser des échéances d'électrification totale, voire on va renoncer à l'électrification totale. Et là, on va se retourner. Parce qu'on va se dire, bon, mince, on ne peut pas tout électrifier, en tout cas pas tout si vite que ça. Et là, on va se dire, mince, c'est dommage parce que là, avec l'autobésité, on a électrifié des voitures, mais vachement grosses, qu'on est bête.
Si on avait électrifié des voitures un peu plus petites, ben déjà on aurait plus pour plus de personnes. En termes d'autonomie, on va revenir si tu veux sur les... En termes d'autonomie, là c'est la course, c'est-à-dire qu'on est à 350 km, je te promets, si on ne change rien, on vise 800 km et tout ça. Quand tu as une autonomie de 800 km, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un tiers de ta batterie qui te sert chaque semaine pour tes trajets normaux, et tu as une bonne moitié de ta batterie, mais qui te sert une fois par mois. Tu vois? Donc en fait, tu as une batterie qui est une forme de gaspillage qui dort sur ta voiture. Ça sonne injustice sociale. Voilà, exactement. Drôle, ça sonne injustice le jour où on se rendra compte que tout le monde ne pourra pas en avoir. Pour l'instant, si on rêve du fait que c'est une quantité infinie et que tout le monde en aura rapidement, tu peux te dire c'est pas grave s'il y en a beaucoup par voiture. Parce que c'est toujours construit dans un modèle de croissance et dans un modèle d'abondance. Là, on est en train dans l'électrification des voitures, non seulement d'avoir des voitures trop grosses, ce qui peut poser des limites, il faut qu'on parle aussi des limites en termes d'électricité verte. Ouais. Mais déjà en termes de ressources physiques pour fabriquer ces véhicules-là, si on se rend compte que, oulala, il n'y en a pas autant qu'on en voulait, on va se retourner, mince, on a électrifié surtout les SUV et tout ça. Ah, les deux roues motorisées sont toujours pas électrifiées. Les deux roues, souvent, c'est des marques moins importantes. La voiture est un peu dominante. C'est quoi? C'est parce que les grosses marques, en fait, ils s'accaparent tout simplement la destination vers laquelle on met cet électrique. Aujourd'hui, je pense que les deux roues en Europe, elles ont on va dire une habitude des associations qui militent sur le fait de rien changer en fait, de garder des deux roues je n'entends pas parler de moto électrique. Bruyantes parce que ça plaît à une certaine catégorie de population, on va dire assez puissantes alors qu'en fait honnêtement en électrique on peut avoir des modèles quelque part malheureusement très puissants. Non, il y a une résistance au changement qui est clairement à l'œuvre en Europe de l'Ouest, qui n'était pas du tout en Chine. Alors en Chine, tu vas me dire, c'est quand même beaucoup plus dirigé. Et donc vis-à-vis de la pollution de l'air des grandes villes chinoises, quand tu regardes la pollution de 1 litre d'essence qui passe par un scooter, c'est beaucoup plus polluant qu'une voiture. Et donc ça fait longtemps que les grandes villes chinoises ont interdit les deux roues thermiques essence, au profit de roues motorisées. Donc en fait, le marché, il existe, il n'y a aucun problème la Chine, c'est plus facile pour elle, elle a accès de véhicules électriques, elle a accès à certaines choses. De deux roues électriques. Donc en fait, quand on va se retourner, tu vois, moi, c'est juste la crainte, c'est qu'il y a un electric gate, tu vois, un moment où mais ça coince, on se rend compte qu'on ne peut pas tout électrifier, mais qu'il faut reporter les échéances, et là, on se dit, zut, il n'y en a pas pour tout le monde, mais on a quand même électrifié pas mal de trucs. Ah oui, mais les trucs en question, c'est des trop gros véhicules, et là, on se rend compte, mais oui, mais les bus diesel qui sont des véhicules qui ne tournent qu'en ville, donc qui quand même polluent, ils ne sont toujours pas électrifiés ou très très peu. Les deux roues motorisées qui polluent, enfin je veux dire, il ne faut pas trop faire d'analyse pour se rendre compte que souvent un scooter, ça sent mauvais, quoi. Donc c'est juste que là, voilà, parce qu'il n'y a pas les moyens sur un scooter de dépolluer autant que sur une automobile, c'est souvent aussi des véhicules qui font des petits trajets, donc qui sont froids. Bref, se dire, on a gaspillé les batteries. Au lieu de les mettre sur des véhicules beaucoup trop gros, à qui on a donné une autonomie trop grande, vis-à-vis de l'essentiel des trajets. Alors il faut qu'on parle de se dire comment on aurait pu faire. Est-ce que c'était pour pouvoir assurer à quelqu'un le fait de pouvoir partir de temps en temps en vacances et faire 500 km ou 600 sans stresser de se recharger? Il n'y a pas que de mettre une batterie énorme sur une voiture. Il y a d'autres possibilités qu'on peut développer. Et donc on va se rendre compte de ça. Et ça, j'ose espérer que... Est-ce que c'est un passage obligé? Moi je crains que ça le soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par le raisonnement, d'expliquer, mais non, c'est du gaspillage d'avoir des trop gros véhicules, il faudrait réguler, essayer plus que de taxer, même brider peut-être les véhicules à partir d'une certaine masse, tu vois, pour que ça ne soit que des usages professionnels, le particulier se détourne de véhicules de 2 tonnes, 2 tonnes et demie, qui se satisfassent de véhicules plus modestes en masse, qui peuvent quand même être des véhicules familiaux, évidemment qui seront moins énormes, et arriver à ce qu'ils s'en détournent. Mais aujourd'hui, par le raisonnement, on n'y arriverait clairement pas. On arrive à convaincre de plus en plus de gens qu'effectivement, là, c'est délétère, on a des véhicules beaucoup trop gros, c'est du gaspillage. Mais est-ce qu'il faut malheureusement un espèce de clash pour qu'à un moment on réoriente la voiture électrique, tu vois? Quand je te parle d'Electric Gate, j'en parle pas comme un Dieselgate où à la fin tu mets à la poubelle. Dieselgate, tu mets à la poubelle le diesel et l'essence avec d'ailleurs. Enfin en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire par je mets à la poubelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suite au Dieselgate, maintenant on dit toutes les voitures doivent être électriques en vente à partir de 2035. Donc du coup, on met à la poubelle, à cause du Dieselgate, quelque part, on met à la poubelle tout le diesel et l'essence avec, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment ultra radical. Après sauf pour les voitures de sport.
Ouais, après, ah oui, c'est vrai. Après l'Electric Gate, je pense pas qu'on mettra du tout, il faut pas mettre à la poubelle la voiture électrique. Par contre, il faut aller vers une autre voiture électrique. À quoi elle ressemble? Mais en respectant les limites planétaires, tout en sachant que tout le monde déjà, a toujours en tête de vouloir aller loin. À quoi elle ressemble? Déjà, ta question, il y a deux parties de réponse. Il y a combien elle est, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a un problème de nombre de véhicules dans le monde. Et à quoi elle ressemble vraiment en photo, tu vois. Parce que, attention, nous, on est dans un environnement dans lequel le nombre de voitures est à peu près stable. Tu vois, Belgique, France, ok. Mais c'est pas du tout ce qui se passe au niveau mondial. Au niveau mondial, aujourd'hui, il y a à peu près 1,1 milliard d'automobiles qui circulent dans le monde. Une voiture pour 7 milliards d'habitants. Voilà. Dans des pays où parfois... Une pour 7, oui. Voilà, oui. Et les prospectives, apparemment, qui pour l'instant sont bien ce qui se réalise, les prospectives qui datent de plusieurs années récentes, mais qui sont effectivement la tendance actuelle, c'est vraiment qu'on est à l'augmentation du parc. Hein. Okay, c'est ça. Et que la prospective, c'est qu'on est a priori, qu'on aura 2 milliards, enfin a priori, sauf énorme clash, 2 milliards de voitures, tu vois, c'est-à-dire quasiment un doublement, à un horizon de 2040 ou 2050. Dans 20 ans, là? Exactement. Oui, parce que tu as la Chine qui s'équipe de beaucoup de voitures, tu vois. Oui, mais attends, au niveau des limites planétaires, c'est comme ça tient pas la route. Bien sûr. Et donc, ce qui est très perturbant, c'est que si tu te dis, entre 2040 et 2050, il y aura 2 milliards d'automobiles. Il y a un raisonnement que j'explique dans le livre qui est un peu tordu, qui est un peu exagéré, mais il faut arriver à le comprendre. Dans celui-ci? Oui. C'est que, imagine que l'automobile électrique n'existe pas. Que la technologie, imagine qu'elle n'existe pas. Ok ? À ce moment-là, comme on n'arrive pas à tirer du sol, tu sais, on est dans un pic mondial, limite planétaire, 100 millions de barils par jour. Ok ? Extraction pétrolière. Le pétrole, ça sert très majoritairement à faire du carburant, ça sert aussi à faire du plastique. Et dans les carburants, le premier carburant, c'est l'essence et le gazole, c'est pour la route. Okay. Bon. Admettons que 100 millions de barils, on a beau faire, en gros, ça plafonne. Si tu as le double d'automobiles, l'électrique n'existe pas. Tu as le double d'automobiles dans 20-25 ans, mais tu as toujours 100 millions de barils. Mais je vais te dire, soit les automobiles, elles sont 2 fois plus sobres, soit elles sont 2 fois plus nombreuses, 2 fois moins nombreuses. Tu es d'accord? C'est-à-dire que tu as une contrainte. Voilà, bon. Et là, je vais être machiavélique, mais je vais te dire, je me dis, je suis le grand businessman du monde, et je me dis, c'est dommage quand même de forcer les voitures. Si elles sont 2 fois moins nombreuses, c'est quand même une perte de business, tu vois, c'est une perte de vente. Ah oui, c'est une perte de croissance. Si elles sont 2 fois plus sobres, purée, elles risquent d'être 2 fois plus petites, enfin, ou alors il faut du progrès technique à gogo, etc. Purée, c'est compliqué. Et là, je te sors du chapeau la voiture électrique, qui, elle, échappe au pétrole, admettons, tu vois, échappe au pétrole. Mais je me dis, si je développe la voiture électrique, et que quand il y aura 2 milliards de voitures thermiques, il y a 500 millions de voitures électriques à ces horizons, il n'y a plus que 1,5 milliard de voitures à essence diesel, qui se partagent le même magot. Tu dis plus que c'est plus facile. Il y a beaucoup quand même. Hein, oui, mais les 100 millions de barils, ils ne sont plus comme des yens, tu vois, qui se partagent. Ils sont plus quantifiés dans l'utilisation du véhicule. Il n'y a plus que 1,5 milliard de voitures qui se partagent le 100 millions de barils. Qu'il faut réduire, hein, je précise quand même. Oui, hein, bien sûr. Et qui vont se réduire. Bien sûr. Mais ce que je veux te dire, voilà, même si ce que je veux dire, c'est que, attention, il y a un risque, c'est un risque, hein, que la voiture électrique, en fait, elle allège la pression de sobriété, soit de sobriété de nombre, soit de sobriété de nature de voiture, des voitures essence. Tu vois, même si tu te dis, il faut laisser du pétrole sur le sol, donc admettons que ça ne soit pas 100 millions, mais 50 millions de barils, le développement de la voiture électrique, tu as le même raisonnement qui te dit, ben oui, mais elle allège un peu la pression. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois qu'on a une voiture électrique qui roule, il faudrait qu'on laisse sous le sol davantage de barils, tu vois, du fait qu'il y ait une voiture électrique. Ou autrement dit, quelqu'un qui achète une voiture électrique en disant, moi, je joue plus le rôle du pétrole, tu vois. Mais à chaque fois qu'il fait son plein d'électricité, qui dit, moi, le pétrole, ça ne me concerne pas, il faudrait lui dire, pas tout à fait. Il faudrait qu'à chaque fois que vous faites le plein d'électricité, il y ait un morceau de baril de plus qu'on laisse sous terre, de plus que ce qu'on aurait fait si vous aviez acheté une voiture à essence. Ok, je vois le délire. Bah oui, parce que le délire, c'est de se dire... Ils veulent encore que le secteur des thermiques soit en croissance. Il faut qu'on laisse sous le sol, et ce qui n'est pas démarré aujourd'hui. Hein. Après, il faut voir le résultat de la COP. Bon. Quand la vidéo sortira, il y aura un résultat, mais quel que soit le résultat, c'est pas très efficace. Ce qui s'est passé pour la forêt équatorienne là, de Yasuni, là, tu sais, la forêt équatorienne, c'est dans les années 2010, je vais me tromper en disant 2012, que l'Équateur sait qu'il y a une réserve de pétrole sous cette forêt primaire, classée, ce que tu veux,
se dit, bon allez, si je lance l'exploitation, vu le prix du baril, je vais devoir payer des compagnies, je vais dégager, je dis au hasard, 20 $ par baril de bénéfices pour les finances de l'État. Mais je vais y gagner. Je vais y gagner 20 $ à chaque baril extrait. Mais c'est pas bien pour le climat et tout ça. Hein. Donc je vais essayer de demander à l'ONU si jamais il peut y avoir un tour de table des pays riches qui vont me donner la moitié, je suis sympa. Pour ce que je ne sors pas du sol. Pour ce que je ne sors pas du sol, c'est-à-dire moi, Équateur, je garantis militairement le fait que personne n'y touchera. Ça, c'est très fort, ça. Hein. Mais vous me donnez, moi je m'apprête à gagner 20 $ par baril, donc vous me donnez 10. Sympa. Ok. Et donc ça a discuté pendant des mois pour voir. Vous me donnez 10 de ce que je ne sortirai pas. Et du coup, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, mine de rien, enfin, je ne sais pas quel pourrait être les tenants aboutissants, mais c'est pas mal, ça. Et l'ennui, c'est pas mal. Sauf qu'il y a eu des discussions à l'ONU pendant des mois pour savoir quel pays est prêt à mettre, parce que du coup, comme les réserves étaient estimées, je ne sais plus à combien de millions de barils, et donc multipliées par 10 $, ça donne un montant, donc un fonds à récolter. Et en fait, personne ne s'est mis d'accord. Et au bout de quelques années, l'Équateur a dit, tant pis, j'y vais, quoi. Ah, ils ont exploité. Bien sûr, ils attaquent l'exploitation. Même si aujourd'hui, il y a de nouveau des peuples autochtones, etc., qui essaient de se battre, mais l'exploitation, elle a attaqué. Oui, donc, si tu veux, le fait de dire collectivement, on laisse sous la terre du pétrole économiquement exploitable, pour l'instant, on a essayé de démarrer, tu vois, et on n'a pas démarré. Donc bon, bref. Il faut espérer qu'à un moment ça démarre. Donc, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que plus il y a de voitures électriques, plus il faut que la quantité qu'on laisse sous terre soit importante. Donc tu veux dire par là que plus il y a une voiture électrique, c'est une voiture thermique qu'on ne construirait pas. Alors oui, alors ça sous-entend ça. Oui, bien sûr. Alors attention, déjà, il faut voir que si on est à 1,1 milliard, qu'il y a 500 millions de voitures électriques dans 20 ans, tu vois bien qu'elle va s'additionner. Okay, enfin, elle va s'additionner de manière globale. Oui. Dans la réalité, c'est pas, si tu regardes microscopiquement, c'est pas forcément ce qui va se passer, parce que tu as des pays, par exemple, qui espèrent enlever tant de millions de voitures thermiques. Donc là, par contre, c'est une substitution. Mais disons que ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le discours de la voiture électrique, c'est systématiquement une substitution qui est présentée. C'est-à-dire qu'on te dit, par rapport à une voiture à essence, la voiture thermique, c'est tel cycle de vie, c'est tel machin. Mais attention, ce par rapport, c'est si tu mets à la casse la voiture à essence, que tu utilises la voiture électrique avec le même usage. Donc là, déjà, il y a déjà un souci, parce que même quelqu'un qui te dit, moi, j'ai remplacé ma voiture à essence par une voiture électrique, tu peux, question subsidiaire, t'en as fait quoi de ta voiture à essence? Ah elle avait encore de la valeur, je l'ai revendue d'occasion. Alors là, tu te dis, oula, t'es pas forcément tout à fait dans la substitution. Toi, tu vis la substitution parce que tu avais une voiture, tu n'en as qu'une, donc toi, tu as substitué, admettons que c'est pour les mêmes usages. Mais ta voiture a encore une existence, et encore des gaz à effet de serre qui sont émis ailleurs. Elle peut même être exportée, tout ça, elle participe, voilà, donc attention, donc quand on perd substitution, normalement, c'est mise à la casse. Hein. Voilà, arrêt d'utilisation, elle ne roule plus, elle n'émet plus rien. Non, alors que c'est pas du tout le cas pour l'instant. Je t'ai suggéré tout à l'heure le fait qu'attention, dans le business, il y a aussi cette histoire d'extension d'usage. Il faut voir que tu as deux risques d'extension d'usage de la voiture électrique aussi, parce que tous ces discours et ces calculs sont faits à ISO, tu vois, à ISO usage, à ISO je remplace une par une. Donc déjà au niveau mondial, vu qu'il y a une croissance, tu te dis oula, la substitution c'est pas forcément gagné, il va falloir faire attention, il faut des garde-fous. Donc un garde-fou pourrait être, il faut que je reparle d'usage, que je me perde pas, un garde-fou pourrait être de dire, est-ce qu'on pourrait pas instituer la propriété foncière mobile? Attention, concept. Ça fait partie de mes grosses questions, ça. Alors attention. Là, en gros, ta voiture, c'est comme ta maison. Exactement. J'ouvre un gros sujet, c'est-à-dire que ce que Napoléon a fait au 19e, de créer les cadastres, et donc de fait de dire, tu peux pas arriver dans une ville et te dire, il y a un terrain vague, il est à personne, je plante 4 piquets, c'est ça m'appartient et c'est tout, oui. Ça, tu comprends qu'aujourd'hui, personne n'a l'idée de faire ça, quoi. Enfin, il va se faire expulser, évidemment. Bien sûr. Évidemment, ça arrive, mais bon, c'est illégal, ils sont menacés d'expulsion, des gens qui font ça. Parce qu'effectivement, tu as compris qu'il faut aller chez un notaire, et l'ennui, c'est qu'il faut aussi sortir le chéquier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être propriétaire de ce qui n'est qu'un rectangle, enfin, c'est vraiment un rectangle sur un cadastre avec un numéro, et ça a de la valeur. Ça bien sûr. Voilà, ok. Mais donc, comment tu vois ça, justement, dans la mobilité? Dans la mobilité, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas créer la valeur foncière mobile? C'est-à-dire, je te l'explique sur l'aviation. Préparez-vous, ça va être important là. Je te parle des usages, qu'on n'oublie pas, ça fait 2 fois que je te le promets. Ah oui. Alors, les extensions d'usage. Mais déjà, sur le nombre, ta question c'était, c'est quoi l'avenir de la voiture? Il y a 2 sujets, à quoi elle ressemble? C'était ta question. Donc, le nombre.
Comment ne pas passer de 1,1 milliard à 2 milliards, mais se dire il faudrait stabiliser. C'est une vue de l'esprit, après peut-être que certains vont dire il faut réduire, mais bon, admettons qu'on se dit, bon, il y a 1,1 milliard de voitures, dans 20 ans, non. 2 milliards, ça va poser plein de problèmes de ressources, même s'il y a beaucoup d'électrique, de pétrole qu'on ne va pas assez enfouir. Enfin, bon, si on devait rester à 1,1 milliard, ça serait quand même plus facile, toi. Tu as déjà un facteur Bien de... sûr, okay, bien sûr. Mais comment est-ce que ça se traduit? Comment tu peux rester à 1,1 milliard? Tu crées la valeur foncière mobile au niveau mondial. Je vais te l'expliquer. Alors, ça veut dire que tu n'auras plus de croissance du nombre de voitures. Alors, ça ne signifie pas, attention, que les pays qui ont très peu de voitures, ils restent avec très peu de voitures, et les pays qui en ont beaucoup comme nous, ils restent avec beaucoup. Tu vas évidemment te dire qu'il va peut-être falloir que nous, on réduise. Donc là, tu vas parler de décroissance de parc dans les pays très fournis, histoire que ceux qui en ont très peu puissent quand même en avoir davantage, parce que c'est peut-être pour des trajets plus essentiels que les nôtres, où on pourrait réduire les distances domicile-travail, on peut sortir aussi de la voiture contrainte. Bon. Je vais t'expliquer sur l'aviation, parce que c'est plus simple. Sur l'aviation, et puis c'est géré aujourd'hui, c'est là où c'est plus facilement faisable. Bon. Sur l'aviation, tu as à peu près 28 000 avions de ligne qui volent dans le monde. Okay, 28 000, qui sont très intensément utilisés. 28 000. De différentes catégories, tu en as de 100 à 120 places, de 120 à 140, tu vois, par catégorie de places. Tu pourrais bien décréter du jour au lendemain que voilà, les compagnies aériennes, eh bien en fait, une compagnie qui a 156 avions, 36 de telle classe, 48 d'une autre, eh bien on lui donne, le 1er janvier, tu vois, 1er janvier de 2024, ben, un nombre de droits qui correspond exactement à son parc. Et en lui disant, ben maintenant, si vous achetez un nouvel avion, soit vous mettez à la casse un avion de même capacité, comme si tu avais une maison, et tu la rases et tu reconstruis le même nombre de mètres carrés habitables, sous réserve qu'obtienne le permis de construire, bon, tu sens que tu auras l'autorisation. Okay. Par contre, si vous achetez, par contre, vous ne pouvez pas avoir un avion de plus. Très bien, tu as ta flotte, ça reste 150 avions, point. Si par contre, tu en veux vraiment un avion de plus, ben, il faut que tu achètes un droit de plus d'en avoir un. Et tu l'achètes à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc quelqu'un d'autre perd, tu y gagnes. Qui soit, par exemple, dépose le bilan ou décide de baisser la voilure. 20 avions. Et elle, quand si elle a 200 avions et qu'elle décide d'en avoir plus que 150, elle va en vendre 50 en tant qu'objet physique avion. C'est ça. Mais elle va vendre ses 50 droits d'en avoir. Et en fait, il y aura de la valeur. Comme si quand tu vends un appartement, dans le prix de ton appartement, tu as la valeur du bâti, mais tu as la valeur foncière. C'est ça. Et tu paies les deux. Okay, donc du coup, les compagnies, celles qui veulent croître, vont devoir acheter à celles qui décroissent le droit d'avoir des avions. Mais ça restera nul, en fait. Mais le nombre d'avions restera à 28 000, si tu veux. Exactement. Okay, et par catégorie, histoire que, bon, évidemment, tu ne mets pas la casse d'un avion de 100 places pour acheter un avion de 200 places. Mais en prenant éventuellement, pour ce qu'il faut de la sobriété, en prenant éventuellement le fait que certains avions vont vivre ce qu'on appelle forcément l'entropie, que ils ne pourront plus voler, et partir du principe que quand on fait un calcul, on estime que dans 10 ans, on est 140. On estime que dans 10 ans, on est 25 000 avions, que 10 ans plus tard, on est 22 000 avions. Voilà, après, là, tu peux imaginer ça si tu cherches la croissance. Mais imaginons que le nombre de propriétés, si tu veux, de titres de propriété, voilà, admettons qu'ils soient stables, c'est pour bien comprendre. Après, on peut discuter effectivement du fait qu'il y aurait un intérêt d'essayer que des États rachètent des droits pour ne pas les utiliser, histoire de baisser la flotte. Mais bon, admettons qu'on vise une flotte constante. C'est ça. Et bien, à ce moment-là, la flotte sera constante, et à chaque fois que tu auras un nouvel avion économe, parce qu'il faut bien comprendre le paradoxe de l'aviation, mais c'est pareil, je ne jette pas des pierres à l'aviation, c'est pareil dans l'automobile, c'est qu'on n'a jamais eu des avions aussi économes, et on n'a jamais consommé autant de kérosène. Pourquoi ? Parce que quand tu fabriques 2 avions depuis des années, tu en as un qui remplace un vieil avion qui part à la casse, avec à la faveur à peu près de 20% d'économie de carburant, peut-être parfois 25%, tu vois, un avion qui a 20 ans, à la casse, nouvel avion, Néo, ce que tu veux, même capacité de passagers. C'est ça. Tu gagnes progrès un peu. Technique. Voilà, tu gagnes un peu. Donc tu remplaces des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de 1 par 0,8. Super. Sauf que quand tu en fabriques 2, il y en a un actuellement qui remplace un avion qui part à la casse et le deuxième qui permet d'augmenter le parc. Donc tu remplaces 1,6 au lieu de par 1. 2 fois 0,8. Donc super avec les avions, nouvelle génération d'avions, tu passes de 1 à 1,6. Donc en 20 ans, 60% de plus de consommation. En sachant qu'ils n'ont pas pris qu'un avion, mais qu'ils en ont pris 4, 5, 6. Donc dans ce cas-là, effectivement, alors il faut savoir que je t'explique ça pour l'aviation. Donc là, à ce moment-là, si tu plafonnes les droits par ce... Donc tu crées une valeur qui est le moyen mobile motorisé, etc., par catégorie pour les avions. Du coup, tu stabilises ton parc. Automatiquement, tu divises par 2 la production. Donc là, c'est sûr qu'au niveau social, alors t'inquiète pas, elle a beaucoup progressé. Donc évidemment, il va y avoir un peu de casse de personnel dans les constructeurs d'avions, mais pas forcément tant que ça, parce qu'on ne revient pas aux Amish. On revient uniquement quelques années en arrière, vu la croissance qu'il y a eu. Et puis en plus, ils ont tellement de commandes qu'ils en auront du coup moins, et ils pourront quand même vivre encore. Donc tu divises par 2, en fait, la production,
enfin tu divises par 2 les commandes. L'automobile, c'est à peu près pareil dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fabriques 2 voitures, tu en as une qui se substitue, une qui finit sa vie. Et ça, en fait, si tu compares en fait, le parc automobile mondial depuis quelques années et la production mondiale, tu te rends compte qu'il y a un facteur 2. En gros, quand tu fabriques 2 voitures, il y en a une qui remplace une voiture existante qui part à la casse et une autre qui s'additionne. Ouais, donc là, ça serait pareil. Donc c'est vrai que la propriété foncière mobile automobile, c'est plus chaud. Parce que c'est plus compliqué. Tu vois, autant dans l'aviation, tu as l'OACI, tout ça, c'est super organisé. Ouais, non, mais on peut établir qu'il y a un certain nombre de voitures sur Terre, mais le problème, attention, c'est peut-être l'injustice sociale qu'il peut y avoir. Eh bien oui. Si tu es une entreprise et que tu rachètes les voitures aux plus pauvres... Quand tu es jeune ménage, toi, quand tu as raconté ton histoire, toi, tes parents voulaient t'offrir ta première voiture. Ben là, la première voiture, elle va coûter plus cher. Parce que tes parents, ils vont devoir acheter le droit que tu en aies une. Et ça, ils vont l'acheter à qui? À un retraité, à quelqu'un de âgé, par exemple. Ouais. Soit une famille qui se dit, j'avais 2 voitures, bon, allez, finalement, je déménage, enfin, je m'organise un peu mieux, j'ai moins de déplacements, on va se satisfaire d'une voiture, du coup, on en vend une, on vend le droit avec. Voilà. Plus de valeur. Donc, je vends sur l'objet physique et je vends le droit. Le droit aura une valeur. Quelqu'un qui serait très âgé, et qui, à la limite, ou même décède presque, ou ne peut plus conduire, bon, bah, sa voiture, bah, il s'en défait. Bah, lui, il peut toucher la valeur. Donc, le primo-accédant, tu vois, j'utilise du vocabulaire de logement, hein, ok. La jeune famille primo, le jeune ménage primo-accédant. Il y a un petit chat. Ouais, il y a un petit chat qui fait du bruit, là. Un primo-accédant un jeune ménage, tu vois, bah, zut, il va peut-être devoir davantage s'endetter. Parce que tu peux imaginer que le prix d'achat, d'acquisition d'une voiture double. Oui, donc bien sûr. Moi, je suis juste mal à l'aise, moi, avec le côté de la justice sociale là derrière. Alors, parce que forcément, plus tu as de la thune, plus tu peux te racheter aux autres, même si ça coûte très cher. Bien sûr, Est-ce que ça favoriserait pas? Il faut des lois, bien sûr. Voilà. Il faut s'inspirer de ce qui s'est passé dans les logements. Je te suis. C'est pas une invention. Alors évidemment, tu as de la discrimination dans les logements. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de mètres carrés que d'autres. Mais on a aussi essayé de faire des choses. Il y a toute une histoire, en fait. Tu vois, l'histoire des cadastres, de la propriété foncière, de l'habitat. On a quand même 150 ans d'expérience, donc il y a eu des excès, il y a eu des régulations. On a l'expérience maintenant qui va permettre... Je suis pas en train de te parler, je suis en train de te parler d'une innovation dans les transports, mais qui n'est pas une innovation sociale en fait. Donc ça, c'est pour réguler le nombre. Donc ça veut dire que tu imagines une régulation mondiale. Ok, mais on a atteint un plafond, c'est comme si tu avais une flotte de bagnoles, un parc de bagnoles, c'est le même nombre qui reste. On sait qu'elle part à la casse, elle va pas être utilisée par quelqu'un d'autre, elle a le droit d'être remplacée par une nouvelle. Et si moi je me dis, ah bah tu sais quoi, j'ai envie d'offrir une voiture à mon fils alors que j'en ai déjà une, ça va me coûter bonbon. Voilà. Mais c'est intéressant que ça permet en tout cas de ne plus aller puiser dans des ressources pour faire le x2 en fait. Et en termes de ressources, au même titre que quand tu rénoves ta chambre de ta maison, tu ne demandes rien à personne. Et en fait, sur les voitures aussi, tu as le rétrofit. Tu vois, se dire plutôt que de mettre à la casse des voitures, c'est compliqué, tu changes le moteur. C'est un peu comme tu fais de la rénovation. Tu vois, la réhabilitation des logements, aujourd'hui dans l'automobile, tu as... t'as que le neuf, quoi. Tu vois, t'as le neuf et l'entretien. Oui, c'est ça. T'as pas la réa. La réa, ça sous-entendrait le rétrofit. Ta voiture diesel, t'enlèves que le moteur. Tu fais une petite voiture électrique. Quand je dis petite, au sens batterie contenue, parce que tu n'auras pas la place de faire une. C'est compliqué de reprendre une ancienne voiture et de. Ah ben non. Aujourd'hui, c'est cher parce que c'est artisanal. Mais non, tu pourrais. Dans le pays d'origine, ils font ça tout le temps. Tu pourrais très bien avoir. Oui, dans le nez, hein. Bien sûr. Tu pourrais très bien imaginer donc que les constructeurs s'intéressent, s'ils étaient responsabilisés sur la pollution de leurs véhicules. Merci. D'à ce moment-là, au lieu de pousser à la prime à la casse, pour qu'on mette à la casse des voitures qui fonctionnent assez bien, je sais pas, des voitures diesel qui ont 10 ans. À ce moment-là, on pourrait, rétrofiter. Sur les usages, en termes de business, pour répondre là-dessus, en fait, il y a quand même une perspective d'augmenter les usages avec la voiture électrique. Dans l'histoire des transports, je t'ai expliqué que le moteur principal du développement des transports, c'était proposer des moyens rapides et moins chers. Et en fait, aujourd'hui, tu as une espèce d'escalade de se dire, pour accélérer l'électrification des véhicules, parce que c'est super, bon, le super, évidemment, est à nuancer, on en a pas mal nuancé, mais en fait, il faudrait qu'elle soit moins chère que la voiture thermique. Et ça, c'est dangereux. En fait, oui, qu'elle soit moins chère, je suis d'accord, mais en fait, il faut surtout qu'elle soit moins chère parce que c'est la voiture à essence qui doit être plus chère. Parce que si à la fin, tu as la voiture électrique qui est globalement moins chère que la voiture à essence qui ne s'est pas renchérie, mais tu vas tomber dans le risque de l'effet rebond dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est l'effet rebond, tu proposes plus rapide et moins cher. C'est ça. Mais si tu proposes moins cher, il y a des gens pour qui le budget c'est leur frein, mais avec une voiture électrique, si jamais elle est moins chère, ils vont être tentés ou avoir la pression pour l'utiliser davantage. Okay. Et tu as un deuxième usage, qui est aussi un usage plus embêtant en urbain, qui sont les petits trajets,
qui aujourd'hui, beaucoup de gens se disent mais non, je ne vais pas démarrer ma voiture essence pour faire 1,5 km parce que la moteur est froid, ça va me coûter 1 litre. Bruxelles, en moyenne, on fait 2 km par trajet en voiture. En plus, ça pollue, c'est pas bien. Mais demain, avec une voiture électrique, énergétiquement, moteur à froid ou pas, ça va presque rien te coûter. Tu vas dire je pollue pas, donc je peux aller chercher ma baguette en voiture électrique. Ouais, c'est ça, en fait, tu vas reprendre la voiture pour après, donc ça, c'est un sujet. Et puis après, un autre sujet dont il faut parler, c'est l'histoire de l'électricité, puisqu'on a parlé de gaspillage de ressources métalliques. Bien sûr. Tu as aussi un problème d'électricité verte. Et pour t'expliquer, c'est te dire que même si l'électricité d'un pays est vert, donc tu vois le Québec, 10% d'électricité exportée. Je me permets de faire une pause dans ce que tu dis, c'est très important. Je fais vite une petite contextualisation. Ce qui est beaucoup vanté par les constructeurs automobiles et par les politiques, c'est de dire, regardez, vous allez vous rouler en voiture électrique sur du photovoltaïque de votre maison. C'est génial, vous produisez sur de l'éolien. Il y a plusieurs cas. Aujourd'hui, le sujet, le discours, c'est plutôt de dire, dans nos pays, alors Belgique, France, Québec par exemple, l'électricité est à bas carbone, donc la voiture électrique, vous pouvez l'acheter à bas carbone. Vous avez juste à l'acheter. C'est le cas du Québec. Là, et en fait, cette automaticité, donc en fait, le Québec, je t'ai dit, on risque d'export, donc 85% de l'hydroélectricité. On avait parlé de ça au Rantaine, c'est important pour les gens qui regardent. Et donc, il y a un risque que ce soit de l'électricité au charbon qui la recharge, mais on va se dire au Québec, il y a des possibilités de mettre des barrages, des barrages supplémentaires. Donc, tu vois, barrages supplémentaires. Tu as dit photovoltaïque. C'est aussi ça, c'est-à-dire si quelqu'un achète une voiture électrique et se dit c'est de l'électricité supplémentaire, mais si en même temps je pose des panneaux photovoltaïques, je dis quelqu'un ou une entreprise qui a une flotte, là tu vas te dire ah oui, il se responsabilise, c'est-à-dire qu'il se dit je vais augmenter la demande électrique, mais je vais augmenter la production aussi. Alors il faudra à peu près se recharger quand il fait soleil, à peu près, mais au moins tu as un raisonnement qui est ensemble, tu vois. Et là tu peux avoir quand même une certaine pertinence de la voiture électrique dans le calcul. Mais si tu ne rajoutes rien, tu vois bien, on a dit pour le Québec que tu risques de baisser les exportations et ça va être la cata. Ou alors tu veux construire un nouveau barrage. Tu vas dire au Québec, il y a plein d'endroits, contrairement à la France, encore moins la Belgique, ou construire des nouveaux barrages. Des vides l'eau, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si tu arrives avec le risque de ZAD, parce que quand même, quand tu fais un barrage, tu vas inonder une forêt. Des petits oiseaux, des arbres, c'est pas si simple. C'est horrible pour la biodiversité, effectivement. Si tu dis aux gens, tu leur dis, voilà, c'est pour la voiture électrique. Laquelle? Tu regardes, c'est un gros SUV. Il faut 2 barrages par rapport à tant de centaines de milliers ou de millions. Mais si c'était une voiture compacte, il n'en faudrait qu'un, puisqu'elle serait 2 fois plus petite, admettons, elle consommerait 2 fois moins. Et là, tu risques de ne pas avoir de ZAD du tout. Parce que écologiquement, tu vas dire, allez, ça vaut le coup de sacrifier la forêt. Bénéfice, risque, bénéfice. Sacrifier la forêt pour une voiture qui, enfin, a infléchi l'autobésité et est partie vers, quand même, enfin... et sur le calcul final, on y gagne. Et donc, voilà, donc tu as aussi une conséquence sur les ressources, tu vois, d'électricité verte, qui est, attention, plus on va développer l'autobésité des voitures gaspilleuses, moins ça va être facile de convaincre la population, quelque part, de construire des nouveaux moyens renouvelables qui ne sont pas neutres. Et plus on aura d'autobésité, plus il faudra de ces moyens-là, et plus on a le risque de carrément qu'aucun ne se fasse. C'est quoi maintenant? Est-ce que moi j'ai besoin de ta conclusion un petit peu à. C'était très riche, c'était très riche, mais on a passé de temps, mais on a la bougeotte. On est dans un monde qui a la bougeotte. C'est le nom de ton livre, un de tes livres. Je voudrais que tu me donnes un petit peu tes perspectives d'avenir. Qu'est-ce que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo doivent faire, que ce soit en termes de vote, en termes de décisions personnelles dans leur entourage, en termes de bouche à oreille? Moi, je pense qu'il faut arrêter de croire au miracle de la technologie. Il faut que la technologie, elle soit triée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même? Évidemment, pas acheter un énorme véhicule, aller sur l'autobésité, etc. Essayer de faire en sorte que les déplacements contraints n'existent presque plus. Alors, c'est pas facile, ce que je dis, mais c'est surtout réduire des distances. C'est ce que toi, tu as réussi à faire. Donc, si c'est accessible, autant le faire. Tous les déplacements contraints, essayer de réduire les distances en se disant une fois que j'ai réduit les distances, il y a beaucoup plus de moyens conviviaux, pour reprendre le langage d'Ivan Illich, qui s'offre à moi. Donc ça c'est important. Et si on passe à l'électrique, c'est d'une part ne pas jouer l'escalade de l'autobésité, ne pas jouer aussi l'escalade de l'addition. Par exemple, une petite voiture électrique, on se dit c'est forcément écologique. Mais si tu prends les plus petites voitures électriques, qui seraient les plus écologiques, aujourd'hui elles sont conduites par des lycéens. Moi c'est ce que je vois. Et ça, c'est une voiture en plus. Parce qu'un lycéen, a priori, on est mieux qu'il soit à pied, en vélo, éventuellement en scooter électrique ou en bus. Si tu le mets dans une voiture, même électrique, c'est une voiture en plus. Donc elle a beau être électrique, c'est en plus. Donc attention, tu vois, pas de très grosses voitures électriques, pas forcément de toutes petites, enfin ça dépend des usages,
Pas multiplier les usages parce qu'on a une voiture électrique, tu vois, on a dit aller chercher sa baguette maintenant en voiture électrique parce que j'ai une voiture. Ça y est, c'est bon, ça pollue pas trop, donc voilà. on va y aller trop. Tu vois, c'est ça, les conseils à donner, c'est cela. Et puis après, voilà, essayer Et puis ensuite, l'histoire de la production supplémentaire. C'est-à-dire de se dire, tiens, si ma voiture, elle est stationnée soit à mon travail, soit chez moi l'après-midi, régulièrement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une idée quand même, au travers du photovoltaïque, qui n'est pas quand même une mauvaise idée, de se dire, voilà, est-ce qu'à mon travail, il ne faudrait pas rajouter des panneaux, parce que là, il y a de plus en plus de voitures électriques qui stationnent souvent l'après-midi, même si ce n'est pas exactement phasé. Il y a vraiment des logiques, tu vois. On peut quand même être producteur soi-même, enfin, pas soi-même, mais tu vois, pousser soi-même à la... Et tu y crois, toi, cette vision d'une ville comme Bruxelles, par exemple, où toutes les voitures électriques qui y sont toutes des voitures partagées, des voitures de quartier uniquement? Je sais pas. C'est pas facile. Avec un groupe très restreint sur des agendas? J'aime pas trop les prospectives à 2050, tu vois, de se dire, voilà, même s'il en faut, il faut un imaginaire un peu lointain, mais j'ai peur un peu de la main sur le cœur. Si, il faut aller dans ce sens-là, parce qu'en 2050, il n'y aura que des voitures partagées. Tu vois, j'aime pas trop ces projections à 25 ans où ça n'engage pas celui qui le prononce. Oui, puis qu'il demande un changement culturel. Il sera soit mort, soit il sera je serai vieux. trop vieux, surtout quand ça vient de dirigeants. Oui. Donc forcément la cinquantaine ou la soixantaine, et puis quand il après moi, le déluge. Sur le cœur en 2050, disputez-vous les voitures partagées, les gars. C'est ça. Donc ça m'embête, ça. Aujourd'hui, je pense plutôt qu'il faut lancer l'inflexion. C'est plutôt ça, il faut absolument lancer une inflexion maintenant, quoi. Voilà. Une réduction, tu veux dire, hein. Ben oui, une inflexion du nombre, une inflexion de la masse, une inflexion de l'usage, et les inflexions. Il faut lancer les inflexions dès maintenant. Voilà. Les amis, vous avez franchement de quoi passer un bon moment ici. Et là, c'est bien parce que Hervor, ça veut tout dire, ou le mythe des transports propres, on en parle beaucoup, effectivement, comme tu as dit, des bateaux propres, des avions propres, l'avion à hydrogène, propre. Allez creuser ça, c'est toute l'histoire qui est là derrière, c'est vraiment très très complet. Et puis le dernier, la ruée vers la voiture électrique. De toute façon, je vous mets les liens en description, vous connaissez comment on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Laurent, je vais encore t'inviter parce que je voudrais parler avec toi de bio. Je reviens à Bruxelles, avec plaisir. Je viendrai à Bordeaux, mais on doit parler de biocarburant dans une prochaine vidéo. Tu sais, la mode maintenant, c'est les électrocarburants. Oui, j'ai entendu parler de ça. Parce que biocarburant, on s'est dit, non, on va pas affamer la planète pour pouvoir rouler, quoi. Il va falloir choisir entre manger et rouler. Donc du coup, ça c'est un peu sous silence, tu vois. Enfin, ça a eu son temps. Les e-fuels, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les e-fuels. On va planter des éoliennes pour fabriquer de l'hydrogène. Avec l'hydrogène, on va faire du méthanol. Avec le méthanol, on va faire de l'essence synthétique. Donc imagine les pertes de rendement dans la clé. Et avec l'essence synthétique, on va rouler vert. Et ça fait 40 € le litre. Même si on a un véhicule de 500 chevaux et qui fait 2,5 tonnes. C'est ça. Tu sais quoi? Gros sujet pour la prochaine. Et on va voler avec des e-fuels. Oh là là. Mais pourquoi je te dis qu'on doit en parler? C'est parce que nous, en Belgique, en Europe, il y a les prochaines élections. Et ça fait partie des programmes politiques de certains. Et il est intéressant de remettre un petit peu les limites planétaires dans leurs limites, l'église au milieu du village, si tu vois ce que je veux dire. Un dernier conseil pour les gens qui ont regardé cette vidéo. Conseil personnel. Conseil personnel. Arrêtez de croire dans les miracles de la technologie et ne pas croire non plus que on va forcément au désastre, quoi. Voilà, vous voyez. Moi, je suis pessimiste. Dans le sens, au sens de la probabilité. Au sens, moi j'ai fait des maths, c'est de me dire, l'affaire est mal engagée. Si je devais miser, je miserais sur le fait que ça va partir en vrac, parce que je pense qu'il y a plus de probabilité qu'eux. Mais je pense que c'est juste pessimiste, mais il y a un pourcentage de chances qu'on s'en sorte. Et moi, si je bataille, me dire, je pense que ce pourcentage qui est, je pense, faible, ça c'est un avis personnel, mais je mise dessus, tu vois. C'est pour ça que tu te mets à l'action. Un petit peu comme si tu me mets une corbeille à l'angle de la pièce, tu me donnes un boule de papier, tu me dis... il y a moyen, Laurent. Est-ce que tu vas l'atteindre? Il y a moyen. Je suis assez pessimiste. Je me dis sur 10, je vais peut-être en mettre une. Mais je vais quand même la lancer en disant, je vais quand même essayer d'y arriver. Okay. Par contre, ce qu'il faut, c'est ne pas être fataliste. Voilà. Fataliste, et il y a deux fatalismes. Il y a le fatalisme classique, foutu, c'est foutu. Il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte, donc je laisse tomber. Donc, il ne faut surtout pas laisser tomber l'affaire, se batailler tout le monde pour se dire non, il faut viser cette petite fenêtre d'inflexion, il faut qu'on aille dedans. Mais surtout, il faut lutter contre un autre fatalisme, qui est le fatalisme technologique. C'est le message qui est de dire ne changez rien à vos habitudes. La technologie toute seule va y arriver. Soyez fataliste positif, tu vois. Ne changez rien, la technologie toute seule va résoudre, tu vois. Et ce fatalisme, il faut aussi lutter contre, tu vois. Et il est de plus en plus vif parce que s'ajoute au fait de dire la nouvelle technologie, elle est basée sur
le mode de vie actuel. Donc surtout ne le changez pas, parce que tout est conçu, calculé, la technologie moderne, donc surtout changez rien. Donc il faut surtout lutter contre ça. Donc peut-être être optimiste, tant mieux. Moi je suis plutôt pessimiste, mais surtout ne pas être fataliste, des deux fatalismes. Aucun des deux fatalismes. Voilà, ça serait ça mon conseil. Incroyable. Laurent, on se revoit prochainement sur cette chaîne, je te fais un check. Super. Merci, c'était incroyable. Merci Vince, c'était sympa. Bah, comme d'hab, hein, et franchement, allez checker les livres, tout est en description, vous le savez. Abonnez-vous et puis commentez bien sûr. Et n'hésitez pas, si jamais cette vidéo vous a plu, à l'envoyer à d'autres personnes qui se posent toutes ces questions et qui ont peut-être besoin de dézoomer pour voir l'ensemble de la fresque, l'ensemble du tableau, l'ensemble de la réalité d'une certaine façon, mesurée aujourd'hui par notre ami Laurent. Portez-vous bien et à bientôt sur Limite. Ciao, ciao.